Bonjour à tous, nous sommes le samedi 8 octobre, alors à laquelle j'enregistre ce... comment on appelle ça d'ailleurs un podcast, oui. Alors bon après, je suis un peu biaisé quand j'entends le mot podcast, ça me fait toujours bizarre, parce que bon, quand j'entends podcast, ça me rappelle... l'année 2011, enfin toute celle justement la génération 2010, la décennie 2010 plutôt, et bon moi j'ai 27 ans donc j'ai grandi avec l'ancienne ère de YouTube, et donc forcément ça me fait penser à voilà, Norman, Cyprien, tout ça, bon enfin voilà. Je vous fais pas un dessin, mais enfin voilà, ça me fait penser ça me fait penser justement à cette époque-là. Et du coup, bah, quand j'utilise le mot podcast, je me dis, attends, est-ce que c'est vraiment un truc qu'on peut appliquer pour enregistrer de l'audio, quoi. Donc c'est bah, visiblement c'est ça aujourd'hui, le mot correct c'est podcast. Donc bon, une vidéo audio, enfin j'en sais rien, mais voilà. Alors attention, je vous préviens, il va y avoir énormément d'hésitation, énormément de digression. Ça c'est justement justement le truc quand on fait un enregistrement d'une traite. Et sachant que là, bah, ça fait déjà 3-4 fois que j'essaye de recommencer cet enregistrement, et que en fait, là j'en suis carrément en fait j'en suis venu carrément à me mettre debout en fait, tout simplement parce que bon au final j'ai l'impression d'être un peu plus libre de mes mouvements, de tout ce que j'ai à dire, voilà, d'être plus libre tout simplement, et de ouais, au final, en même temps, au final, elle est aussi, ce fauteuil est aussi, pareil, pas très agréable aussi. Donc, ouais, donc ça bloque un peu la respiration. Et en fait, là, mais je raconte tellement ma vie, mais c'est incroyable. Donc, enfin bref, si si je fais allez, on va dire ce podcast, c'est en fait pour raconter tout simplement le voyage que j'ai effectué à Édimbourg, et qui s'inscrit en fait dans la perspective d'autres voyages que j'ai pu faire, et en fait mon expérience de tout ce que j'ai fait vis-à-vis de ça, et de toutes les petites anecdotes qui ont pu m'arriver, tout ça quoi. Donc en fait cette année j'ai eu l'occasion, la chance d'effectuer plusieurs voyages dans différentes capitales européennes. Et en l'occurrence, bon voilà, c'était le 18 septembre, là c'est ça, le 18 septembre justement, jusqu'au 26 septembre. Et bah, du coup, d'ailleurs, bah, je vais vous raconter pourquoi j'ai choisi Édimbourg. Donc ça s'inscrit, bon, il y a aussi beaucoup de E, hein, l'éthique de langage c'est très présent, hein, donc vous étonnez pas, si vous avez la patience d'écouter jusqu'au bout. J'imagine qu'avec le temps, les digressions, tout ça, ça sera quand même vachement plus organisé, enfin bref. Donc j'ai effectué d'autres voyages, hein, en Europe, dans différentes capitales européennes, mais ça sera pour un autre podcast, une autre vidéo, un autre épisode, on va dire. Donc pourquoi j'ai choisi Édimbourg ? Alors en fait, à la base, j'hésitais déjà, justement si on remonte au moment où justement j'ai effectué les autres voyages, en fait j'étais déjà dans l'idée depuis très 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 longtemps d'aller à Dublin. J'avais envie d'aller à Dublin, parce que bon, ça c'est aussi une chose où... parce qu'en fait, les îles britanniques, enfin, voilà, les îles britanniques, le Royaume-Uni, toutes ces zones géographiques et culturelles, c'est un endroit que je trouve vraiment littéralement magnifique. Et surtout, justement, l'Irlande. Et en même temps, il faut dire aussi que j'ai eu littéralement une passion, en fait, justement, pour ce pays. J'ai étudié, en fait, bon, surtout la Révolution irlandaise. En fait, tout simplement parce que bon, j'ai une partie de ma famille qui se trouve au Québec, et disons que tout ça s'inscrit parfaitement, en fait, la révolution irlandaise qu'il y a eu, la défiance vis-à-vis justement du Royaume-Uni, ça m'a toujours inspiré, pourtant, même si c'est un pays que je trouve littéralement fantastique, magnifique, mais en fait j'ai toujours été admiratif. Ils ont eu justement cette révolution, et qui a amené justement à la création de la République irlandaise, et je me suis dit qu'au final, vu qu'aujourd'hui, maintenant, c'est plus l'Empire britannique, mais le Commonwealth, au final, c'est à peu près les mêmes combats, que ce soit au Québec, où ils ont essayé par 2 fois d'avoir leur indépendance, ou même bien avant les deux référendums. Si vous savez pas de quoi je parle au niveau historique, allez vous renseigner vis-à-vis justement des 2 référendums qu'il y a eu au Québec. Et du coup, ça s'inscrit en fait dans
Dans la même perspective, donc j'avais envie en fait d'aller à Dublin, mais après je me suis dit, en fait, parce qu'en fait oui, bon là c'est aussi le cheminement de pensée. Ça, le cheminement de pensée, il faut qu'il soit logique. J'ai écrit quelques trucs, mais au final je me suis dit, allez, il faut que directement que j'improvise, et ça viendra tout seul. En l'occurrence c'est le cas. J'ai eu en fait dans la perspective des autres voyages que j'ai effectués, une réelle prise de conscience en fait de l'existence justement de la civilisation européenne et en fait de tout ce qui arrive en fait de tout ce qui arrive à l'Europe, de cette conscience justement de la beauté de son existence millénaire et pendant très longtemps je me suis dit bah tiens, putain, ça serait tellement génial de visiter toutes les capitales européennes, ouais, les capitales européennes. C'est vraiment un objectif que je me dis, franchement, faut que je le fasse. Faut que je le fasse à un moment ou à un autre. Et du coup, je me suis dit, bah, cette année, j'ai eu l'occasion d'avoir un boulot fixe, voilà, avec un peu de sous. Et donc, je me suis dit, ah, bah, tiens, il faut que oui, je peux dire quelque part, bah, c'est un peu. Enfin, voilà, ça n'a rien vraiment de surprenant de dire qu'au final, oui, c'est quelque part un peu, oui, un peu un rêve, oui, voilà, avant de mourir, oui, c'est sûr que j'aimerais avoir visité toutes les capitales européennes, ça peut aller carrément jusqu'à la mer du Nord, jusque tous les pays scandinaves, les pays baltiques, les Balkans aussi, enfin voilà, tout, mais... Du coup, voilà, donc ça s'inscrit littéralement dans dans cette conscience de l'ère civilisationnelle européenne, et j'ai envie vraiment de m'imprégner de la beauté de tout ce qu'on peut trouver partout en fait partout en Europe, et notamment en fait parce que je me suis dit bon, alors la base de mes voyages ils ont commencé parce que je suis allé à Budapest et à Prague, et en même temps aussi bon, vraiment petit passage d'une journée à Genève, donc j'ai vraiment eu l'occasion de rien voir, donc mais bon ça compte quand même, mais dans les histoires. Et en l'occurrence, là, après, j'ai choisi au niveau du troisième voyage, Édimbourg, justement. Vous voyez à quel point je mets extrêmement longtemps à me diriger vers cette histoire, justement, vis-à-vis d'Édimbourg. Vous voyez, les digressions, il faut se roder, il faut se lancer. Et là, je me suis dit, bon, allez, t'arrêtes voilà, de te raconter des conneries ou je sais pas quoi, tu le fais et puis basta. Du coup, pourquoi Édimbourg ? Bah parce qu'à la base, en fait, peut-être que ça s'imbrique parfaitement en fait dans. Je suis évidemment comme tout le monde, on est toujours évidemment un enfant de sa génération, même si on va dire que j'apprécie pas spécialement on va dire ce que représentent les gens de ma génération d'un point de vue. On va dire des valeurs, de plein de choses. Je peux pas digresser encore, mais enfin voilà. Et du coup. Je suis quand même un enfant de mon siècle, donc j'ai utilisé mon petit smartphone comme beaucoup de gens, et j'utilise Instagram, et en l'occurrence, je me suis dit, bah tiens, je vais aller voir à quoi ressemble le hashtag ou le mot dièse pour Édimbourg, et je suis littéralement tombé, mais sous le charme. Je voyais des... Bon, évidemment, quand on regarde les réseaux sociaux et notamment Instagram, tout a l'air bien plus beau, surtout sur Instagram. Ça, je m'en suis d'ailleurs rendu compte bien plus tard. Et je me suis dit au final, oh, allez, Dublin, j'aurai l'occasion de le faire une autre fois, là c'est vraiment, vraiment beaucoup trop beau. Bon, sachant qu'en plus, pour aller à Dublin, il y avait déjà cette histoire que, j'avais essayé d'y aller quand j'ai voulu aller à Prague, et c'était beaucoup trop cher à ce moment-là, et Prague en comparaison, c'était beaucoup plus bon marché, quoi. Enfin bref, donc ça, ce sera pour une autre histoire. Et du coup, je suis tombé totalement par hasard sur des photos, des vidéos, c'est vraiment en fait, surtout les montages que je trouvais magnifiques. Je me disais, waouh, les rues sont incroyables, l'architecture, c'est sublime. Pour faire simple, quand tu regardes Édimbourg, t'as vraiment l'impression que certains endroits, on dirait vraiment que t'es dans Harry Potter, tout simplement. C'est pas vraiment une licence que j'apprécie au plus haut point, parce que quand je quand je vois son auteur, c'est pas spécialement ma plus grande inspiration, de manière générale, mais oui, Harry Potter, c'est quand même comment dire, j'allais dire une licence, mais oui, enfin une histoire que je trouve
Ouais, que je trouve vraiment, vraiment assez intéressante. Et l'occurrence, quand je voyais les images, mais en tout cas, en l'occurrence, c'est l'Écosse qui a inspiré justement les décors d'Harry Potter. Du coup, j'ai vu les couleurs, j'ai vu les bâtiments, je me suis dit, mais c'est incroyable à quel point c'est beau. Et j'avais déjà eu cette impression-là par rapport à Budapest, surtout Budapest. Ça sera, oh là là, ça sera tellement bien, justement, quand je vais justement en parler de cette histoire de Budapest, c'est tellement génial. Très bonne expérience. Et du coup, bah, j'ai choisi Édimbourg. Donc là, on est quand même, je tiens à le répéter, on est quand même, putain, c'est un sketch. On est à 10 minutes d'enregistrement déjà, et je suis même pas encore à toute cette histoire. Donc il y a beaucoup de digressions. S'il y a encore des gens qui ont la patience d'écouter, je vous remercie, hein, je vous admire quelque part. Enfin bref. Donc, j'ai choisi Édimbourg et par rapport aux autres fois, je me suis dit tiens, je vais choisir Air France. Parce que c'est vrai que bon, la dernière fois que j'avais voyagé, j'avais pris EasyJet et ça a été la merde, mais la merde. Oh mon dieu, mais c'était mais surtout voilà, surtout pour aller à Prague et d'ailleurs pour aller à Budapest, j'avais pris c'était KLM et KLM, j'avais eu littéralement aucun problème. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais prendre Air France, ça va, au moins j'aurai pas de problème, ils me feront beaucoup, beaucoup moins chier par rapport aux bagages, cabine, tout ça, enfin bon, bref, nickel. Bon, surtout qu'en plus, je m'étais acheté vraiment toute une petite valise, nickel, ouais, ce sera... parce que mon ancienne valise, c'était quelque chose. Et, euh, et du coup, bon ouais, c'était pas trop cher, ça va. Donc j'avais décidé de prendre littéralement un vol le dimanche soir en fait. Le dimanche soir, arrivé tard. Comme ça, après, je me suis dit, tiens, j'avais prévu de rester 6 jours, donc jusqu'au samedi d'après. Et du coup, je me suis dit, tiens, voilà, le dimanche soir, ça sera très bien. Voilà, un vol assez. Voilà, j'arrive. Bon, après, par contre, j'arrivais vraiment assez tard, genre vers 23 h, enfin, assez tard. Enfin, oui, c'est quand même tard, quoi, tard. Et donc, au départ de Nice. Et donc ça m'a pas coûté. Bon, on regarde, on va dire le prix des vols aujourd'hui qui augmente bien assez. Voilà, 300 balles. Bon, aller-retour. Allez, on va dire ça peut aller. Et donc il y avait une correspondance à Charles de Gaulle. Et c'est simple, j'arrive à l'aéroport. Donc moi j'habite dans les Alpes-Maritimes, donc j'arrive à l'aéroport de Nice. Et on m'annonce, déjà, ça y est, on m'annonce qu'il y a une demi-heure de retard. Je dis, bon, allez, ça va, c'est pas très grave. Donc je monte, je monte dans l'avion, tout se passe bien, mais je me dis, bon, si ça commence déjà comme ça, c'est très bien. Et d'ailleurs, le fil directeur de cette histoire, ce qui m'aide beaucoup, c'est de regarder les photos que j'ai prises au fur et à mesure, parce que je prends toujours 1 milliard de photos, donc ça m'aide à me souvenir justement de ce qui s'est passé, entre guillemets, progressivement dans mon voyage. Et d'ailleurs, je me suis assis côté, donc j'étais côté hublot, mais bon déjà, on va dire que j'avais pas spécialement pensé quand j'ai choisi à ma place que, oui, en fait, je suis côté hublot, il y a un hublot. Bah non, en fait, là où j'étais, côté hublot, il n'y avait pas d'hublot, il y avait juste il y avait du vide en fait, il y avait rien. Donc je me suis dit, mais il n'y a pas de porte de sécurité, il n'y a rien, mais moi j'ai du vide, donc il y a juste un mur, donc j'avais pas d'hublot, c'était génial. Et face à moi, il y avait un petit gamin, d'ailleurs, un gosse, vraiment, je sais pas quel âge il a, je regarde la photo, là, il est vraiment tout petit, je sais pas, il devait avoir, je sais pas, 8 mois ou 1 an, un truc comme ça. Et je me disais, oh putain, génial. Bon, j'aime bien les gosses, hein, mais bon, tout dépend quel moment, quel endroit, quelles circonstances, quoi. Et je me suis dit, oh là là, putain, il va me saouler, il va se mettre à gueuler, à chialer, je sais pas quoi. Et en fait, non, pas du tout. Le gamin, mais ça a été un amour, mais il a été vraiment génial. Ça a été fantastique. Il arrêtait pas de me faire des grimaces, de me regarder. Bon, très bonne expérience. Je me suis dit, tiens, non, pour une fois, j'ai pas envie de tuer des enfants. Je ne tue pas des enfants. Hein. C'est juste que là, en l'occurrence, voilà, allez, on a tous envie de faire ça des fois. Quand on entend des gosses chialer, on a la patience, mais c'est casse-couille, quoi. Et en l'occurrence, on va dire que je me suis dit, bon, vu que c'est Air France, on va dire qu'on va évidemment pouvoir avoir droit à des rafraîchissements, des trucs comme ça. Et c'est vrai que, je savais pas qu'en fait, chez Air France, quand tu demandes en l'occurrence, du vin,
bah tu as du vin. Donc on m'a servi des petites bouteilles de vin rouge et bon, j'aime beaucoup le vin rouge, hein, donc en l'occurrence j'ai eu l'occasion je sais pas comment j'ai fait, mais je réussis à en reprendre deux fois, et en plus les bouteilles sont pas petites, donc bon, ouais, on commence bien avec l'alcoolisme, bref. Et bon voilà, là je vois les photos, ça a l'air d'être sympa, ouais, enfin bref. Donc ça se passe plutôt bien, donc le vol nickel. Et là j'arrive à peu près à 23h. 23, bah non, 23h non. Donc du coup j'arrive à Charles de Gaulle. Et avant d'atterrir, on a quand même le commandant de bord, le pilote, qui s'excuse évidemment du retard d'une demi-heure et dit bah ouais, c'est indépendant de ma volonté. Ouais, c'est super, ouais, donc on s'excuse, mais bon, bah, des fois il y a des retards, c'est comme ça. Je dis, bon, bah d'accord, très bien. Et ensuite, l'hôtesse nous met au courant par rapport aux différentes correspondances qu'il y avait par rapport parce qu'il y avait plein de gens qui allaient à différents endroits. Et ils me disent, alors vous, elle dit justement, vous allez pouvoir avoir vos correspondances, mais va falloir courir. Quoi ? Oui, il va falloir courir en fait. C'est-à-dire que bah, moi, normalement, j'étais censé avoir 1 heure pour rejoindre, pour rejoindre justement ma correspondance, et c'était nickel. Il y avait juste le temps qu'il fallait. Maintenant que j'y repense, ouais, j'aurais eu parfaitement le temps. Sauf qu'en fait, quand l'avion a atterri et qu'ils ont littéralement ouvert les portes, il était déjà 40 en fait. Et que ah oui, non, c'est ça. Il était 30 quand on a atterri. Donc il était à peu près 20h, c'est ça, 20h30. 20h30 et le vol de départ c'était 18h normalement, mais vu que ils étaient en retard, c'était 18h30. Donc on arrive à peu près à 20h30 et les portes se fermaient pour la correspondance à 20h40. Donc je me mets, mais attends, mais c'est une blague les gars, il faut courir, mais à quel moment je dois courir pour, enfin ça me dérange pas de courir, mais enfin si ça me dérange, enfin c'est n'importe quoi je veux dire. Donc j'hallucine tout seul, je me dis d'accord. Bon. Et le truc, c'est que il y a des gens qui arrivent à Paris, mais eux, ils descendent simplement. Ils n'ont pas besoin de faire de correspondance. Et donc, t'avais les gens, moi j'étais tout au fond, il y avait les gens qui étaient devant, qui eux prenaient leur temps, je sais pas quoi. Donc là, je commence à dire, oh, les gars, oh, les gars, il y a des gens qui ont des correspondances, donc laissez-moi passer, s'il vous plaît, laissez-moi passer. Non, je dois le dire quand même, à ce moment-là précisément, je pense pouvoir dire que j'ai été un enfoiré. Parce que franchement, j'ai vraiment voulu courir comme un taré. J'ai pas poussé tout le monde, mais légèrement un peu quand même. Donc je me suis vraiment dépêché et au final, bon, on m'a laissé passer. J'arrive devant le tableau d'affichage. Et là, on m'affiche justement les différentes portes, les correspondances. Et donc je me dis, attends, c'est c'est à gauche. Donc je me mets à courir comme un taré, mais vraiment comme un malade. J'ai jamais couru aussi vite. Et enfin, si, j'avais déjà couru aussi vite, mais pas dans ce genre de circonstances. Donc je me mets à courir comme un taré. Et arrivé à un point, je me dis, mais attends, mais c'est où ça ? Et je demande à un type qui était présent pour avoir quelques conseils, comment m'orienter. Il me dit, ah non, mais c'est de l'autre côté, monsieur. Oh, donc je me mets à recourir dans l'autre sens, littéralement comme un taré, parce que là j'étais encore plus en retard. Mais en fait le concept est génial, c'est-à-dire qu'il te donne une correspondance, et la correspondance est à l'autre bout de l'aéroport. Donc j'ai couru comme un malade, et c'était vraiment dans une sorte de très 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 grand hall. Un très très grand hall, très grand, très large, avec des portes de gauche à droite, avec une grande allée. Et littéralement, en fait, la correspondance était vraiment la dernière allée sur la gauche. Donc pour courir de loin, je voyais l'allée, mais il fallait que je cours comme un malade pour arriver. Et je voyais que les gens, ils attendaient, et en courant, ils me précisaient, ils me disaient le vol Air France à destination de Édimbourg est en attente du passager Joël Beg. Est attendu à la porte d'embarquement. Je fais, oui, les gars, j'arrive, putain, les gars, j'arrive. Oh, putain. Mais le truc, c'est que quand t'as couru pendant 10 minutes et que t'as des putains de valises et un sac à dos, je peux te dire que quand t'arrives devant eux, t'as plus de souffle, t'as envie de mourir, et les gars, ils sont là, ah, bah vous y êtes arrivés, ouais. Et ils étaient sur le point de fermer la porte. Donc, je me suis dit, donc il y a des gens qui devaient monter et qui n'ont pas pu monter, justement, parce qu'en fait, ils n'ont pas pu courir. Donc, c'est n'importe quoi.
Mais bref, enfin, et d'ailleurs, ça me fait penser que ce jour-là, bon, j'étais habillé d'une certaine manière et j'avais des bretelles. Et je sais pas comment ça s'est passé, mais on va dire la colle qui serre la bretelle arrière avec le nœud, j'avais tellement transpiré qu'en fait, c'est très glamour ce que je raconte, mais j'avais tellement transpiré que la bretelle, en fait, ça a fait fondre en fait la colle et ça a détaché et j'ai mes bretelles qui ont commencé à elles sont parties. Déjà ça je lui dis mais attends, ah ouais d'accord, donc déjà rien que cette situation est incroyable. Donc au final j'arrive à c'est ça vers 23h30 quelque chose comme ça et bon voilà la location que j'ai eue par Airbnb, le type était prévenu, on échangeait par message, il y avait aucun problème, ouais voilà, c'était nickel. Et bah, du coup, j'arrive, je réussis à trouver un tram, pas de problème, donc je marche et j'arrive vraiment dans le centre. Bah, pas de souci, nickel, je commence à marcher. J'utilise le téléphone pour rejoindre la location et bon, pas de problème, nickel. Donc là, il y a vraiment rien à raconter. C'est juste, je suis arrivé, une fois que le tram arrive dans le centre d'Édimbourg, c'est parfait. C'était trop beau, c'était nickel. T'as juste à marcher, les rues étaient tranquilles, c'est parfait. Et, euh, et du coup, j'arrive à la location. Le mec qui m'accueille, bah nickel. En fait, en fait, j'ai loué une chambre qui, bon, pour faire simple, la chambre, ça fait quand même vachement, c'est dans les combles, hein, mais ça a été complètement rénové. C'était vraiment magnifique. Franchement, c'était vraiment trop joli. Et il y avait une vue en fait sur c'est Calton Hill. Donc Calton Hill, c'est une des collines principales avec, on va dire qu'il y a des monuments qui sont en haut, et t'as une belle vue en fait, une belle vue proche, parce qu'il y a d'autres points de vue, une belle vue proche, mais quand même un peu haute quand même, pour faire simple, t'as une vue vraiment à 360 degrés sur tout Édimbourg, c'est vraiment incroyable. Et j'avais vu en fait sur cette colline, et c'est vrai que la vue était vraiment géniale. Et la chambre était parfaite aussi, donc le mec a été très accueillant, vraiment très accueillant. Et bon, le seul truc c'est que dans la salle de bain, vu que c'est des combles, c'était assez penché. Donc par exemple le matin, je devais pencher la tête pour prendre la douche. Donc c'était un peu bizarre. Et ben donc à savoir, vu que c'était le 18 septembre, le lendemain, en fait, bah, il y avait les funérailles de, malheureusement, la reine Elisabeth II est décédée. C'était une semaine plus tôt. Et du coup, bah, en fait, le lendemain, bah, bon, il y avait eu toute la semaine en fait qui avait servi à acheminer le cercueil et son corps jusqu'à Londres justement. Et en fait, bah, lundi, c'était littéralement le jour des funérailles. Donc, bah, mon hôte me l'a annoncé. Il m'a dit, bah, dites-vous une chose, tout sera fermé, littéralement tout sera fermé. Donc bon, ben d'accord, c'est pas grave, hein, tant pis. Hein, donc, bah, ça me donnera l'occasion de me balader, de regarder un peu bah, tout ce qu'il y a autour, quoi. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai un peu discuté avec mon hôte et il m'a dit, oh bah tiens, tu devrais aller faire un tour un peu, juste faire un tour aux endroits, bah, simplement, qui sont les plus jolis. Et en général, il y a beaucoup de monde et là, il y aura personne. Bon, il y avait quand même un peu de touristes, hein, donc. Je me commence à me balader. Bon alors par contre, pour me souvenir précisément des rues, ça va être compliqué, mais parce que j'ai tellement marché de partout dans cette ville, j'ai vraiment au final très peu utilisé les transports en commun, et ça c'est... À chaque fois que je voyage à un endroit, je suis plutôt content de me dire que bon, quand j'ai vraiment pas le choix, j'utilise les transports en commun, mais là, bon là c'était simplement pour me balader, donc c'était bon quoi. Et je me retrouve en fait vers 11h à peu près. Après avoir marché un peu autour, je regardais les petites ruelles, les petites ruelles, les rues plutôt. Et c'est vrai que bon déjà, il y avait certains bâtiments, certaines rues, certains quartiers qui me faisaient un peu penser à... Pour ceux qui ont vu le film, le film Mary Poppins, pas le nouveau, hein, mais le classique, c'est l'actrice principale, c'est Julie Andrews, c'est ça, voilà, Julie Andrews. Et en fait... pour faire simple, les maisons classiques londoniennes, si on prend, je sais pas, tu prends le Notting Hill par exemple, à Londres, ben, les maisons, en fait, c'est des maisons, mais comme des maisons classiques, mais qui sont collées en fait, et elles sont toutes blanches, c'est blanche, je dis de c'est, mais elles sont blanches immaculées, elles sont vraiment magnifiques. Et là, c'était la même chose, sauf que tout en fait était. Parce qu'il y a certains endroits, c'est aussi de la pierre, de la brique. C'est de la brique rouge en fait. Donc c'est vrai que brique rouge, et à certains endroits, c'est blanc. Donc ça dépend des endroits, mais en l'occurrence, à Notting Hill, c'est blanc.
Alors, les différences justement à Édimbourg, c'est en pierre. Donc en pierre, et donc c'est un ton un peu grisâtre beige. Et ça donne cette impression justement d'être un peu comme dans Mary Poppins, mais sauf que c'est beaucoup beaucoup plus gris et c'est de la pierre, donc ça donne vraiment un aspect. Et tu te dis mais attends, mais c'est vrai que je suis au Royaume-Uni, mais c'est l'Écosse en fait. Donc c'est pas du tout pareil quoi. Mais pourtant t'es quand même au Royaume-Uni. Et du coup je me balade et je tombe justement sur une cathédrale que je trouve assez jolie, hein, mais c'est par hasard, hein, je me baladais. Et là, la cathédrale commence à sonner, alors que bon, j'étais resté dans le quartier, je l'avais pas spécialement entendu, et il était 11h. Et en fait, à 11h, c'était le moment où justement avait lieu précisément les funérailles, quoi. Les funérailles de la reine Elisabeth II à Londres. Et en fait, la cathédrale, elle s'est mise à sonner, en fait, et les cloches ont sonné. Mais c'est pas simplement cette cathédrale-là. Toutes les cathédrales qu'il y avait dans la rue ou un peu plus loin se sont mis toutes à sonner. Et c'était un moment solennel. C'était bizarre. Parce qu'en fait, elles se sont mis. Parce que vous savez, quand il y a des cloches qui se mettent à sonner, très souvent, elles sonnent indépendamment. Elles sonnent pas, par exemple, elles sonnent pas toutes les heures. Non, mais elles sonnent indépendamment par rapport à des événements, des mariages ou des événements bien particuliers. Et bien là, toutes les cloches se sont mises à sonner. Et c'était une expérience assez... c'était saisissant en fait. C'était saisissant la manière en fait dont le fait d'entendre tous ces raisonnements dans tout le quartier. Et le plus frappant, c'était surtout que dans la rue, en fait, il y avait des gens qui passaient. Et il y en a certains, pas tous, hein, mais il y en avait certains, beaucoup quand même, qui se sont arrêtés. Ils se sont arrêtés. Et ça m'a fait d'ailleurs un peu penser à ce qu'on pouvait voir en fait lorsqu'il y avait eu, enfin même chaque année, lorsqu'il y a les anniversaires de la catastrophe de Fukushima. À chaque fois, on voit toujours des vidéos qui montrent les Japonais qui s'arrêtent de partout dans le pays, qui bougent pas et qui rendent hommage. Là, c'est un peu ce qui s'est passé. J'ai quand même vu pas mal de personnes qui se sont arrêtées, qui ne bougeaient plus et qui observaient une minute de silence, c'est par respect. Et bon, c'est pas tout le monde qui le faisait, il y en a qui décidaient simplement de continuer leur route. Mais c'était ça. Pour les quelques personnes qui se sont arrêtées, quand ça s'est mis à sonner, c'était saisissant, c'était beau, quoi. Donc après, je continue à me balader et je suis allé d'ailleurs à... ça s'appelle Dean Village, c'est ça, Dean Village. Et c'est un petit village qui a au cœur de Édimbourg. Et en fait, il y a un petit fleuve. Il y a un petit fleuve qui passe. On va dire plutôt une rivière, mais ouais, c'est un petit fleuve, quoi. J'ai toujours du mal à évaluer à chaque fois si on dit une fleuve, une rivière. Une rivière, c'est vraiment très petit, donc on va dire un fleuve plutôt. Et c'était magnifique parce qu'en fait, tout était agencé avec des petits ponts, avec des fleurs, avec certaines couleurs, enfin voilà, c'était vraiment magnifique. Bon, par contre, évidemment, il y avait évidemment il y avait des touristes de partout. C'était impressionnant. C'était bon. Je suis moi-même un touriste, mais je préfère me dire que je suis quand même. Je préfère le mot voyageur quand même. Ouais, voyageur, c'est quand même plus agréable. Plus flatteur surtout, parce que touriste, t'as l'impression en fait que le type, il suit un point A à un point B et il fait un tour en fait. Moi, j'ai pas envie de faire un tour, j'ai envie de faire un voyage. C'est là la nuance. Être voyageur, c'est quand même plus gratifiant que d'être un touriste. J'ai pas envie de faire un tour. Non, je fais pas un tour d'Édimbourg, quoi. Et du coup, ouais, j'ai fait mon petit tour de Dean Village, et c'est vrai que c'était vraiment très... Ouais, pour le coup, si vous avez l'occasion d'y aller, c'était vraiment très très mignon. Après ça... Ah oui, ça c'est un truc... Ah oui, j'ai juste de m'en souvenir. Il y a un concept que je trouve incroyable qui existe à Édimbourg et que j'avais pas vu, pas spécialement quand j'avais vécu à Londres. C'est le principe des parcs privés. Alors, dans le centre d'Édimbourg, il y a plein de petits quartiers, en fait, des quartiers avec les maisons qui sont toutes alignées.
Voilà, j'ai un peu du mal à expliquer, mais en fait, ça fait plein de petites descentes avec des escaliers, et il y a toutes les ruelles un peu partout, et c'est... enfin, les rues, pas les ruelles, et c'est vraiment magnifique. Et en fait, en plein milieu de chaque quartier, il y a des parcs. Et à chaque fois que je passais au travers de ces parcs, je les trouvais magnifiques. Je me suis dit, mais, putain, mais c'est bizarre, elle est. Attends, mais elle est où l'entrée en fait? Putain, mais comment on rentre? Et à un moment, le mec vraiment chiant jusqu'au bout, je m'arrête et je vois une personne qui est juste là, qui est assise devant son entrée. J'imagine, je me suis dit justement qu'elle devait habiter là. Et je vais pour lui poser la question, excusez-moi, comment on rentre dans ce parc? Parce que je vois pas l'entrée. Euh, Bah, vous habitez ici? Non, pourquoi? Il me dit, ah bah vous pouvez pas rentrer. Bah, pourquoi? Il est fermé? Je dis, non, mais c'est un parc privé. Ah bon? Mais... Bah pourquoi? Il me dit, bah en fait, il appartient aux gens qui payent leur location, qui payent leur charge et tout ça, et qui ont un accès, en fait, privilégié à ces parcs. Et en fait, les gens ont chacun une clé, ils rentrent, et ils referment, et dès ils ont besoin de rentrer, ils utilisent uniquement leur clé, et ils peuvent jouir et profiter d'un parc privé. J'ai trouvé le concept fantastique. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, tu sais parfaitement que ce parc, c'est l'endroit où tu as le droit d'aller, et tu sais que personne d'autre y ira, et que si jamais il y a des gens qui réussissent à rentrer dedans et que c'est, je sais pas, c'est sale ou je sais pas quoi, bah c'est à imputer à des gens du quartier. Et donc tu peux faire passer un mot ou je sais pas quoi, et ils arrivent. Je sais même pas si par contre j'ai vu s'il y avait des caméras ou pas, je pense pas, certainement pas, non, c'est dans des petits parcs, donc ça m'étonnerait fortement. Et du coup, bah, donc t'auras logiquement, bon par exemple, je vois à Nice par exemple, il y a des parcs, par exemple le soir, il y a une espèce de grand parc qui s'appelle la, la coulée verte, et maintenant ça s'appelle la promenade du Paillon, et le soir, bah, la plupart de tous les parcs, ils sont obligés de les fermer, des parcs publics, parce que bah, sinon, bah, je vous laisse deviner ce qu'on va retrouver le lendemain, hein. Ça peut être, ça peut aller, on va dire simplement de simples canettes de bière jusqu'à des déjections ou de la pisse ou même des seringues, du crack ou je sais pas quoi, hein. J'en suis certain qu'on pourra retrouver des trucs comme ça, quoi. Et ça, on n'a pas spécialement, je pense, envie de retrouver ça si tu as envie d'aller te promener et d'aller avec ton gosse pour qu'il joue dans des parcs à jeux, hein. Non, pas super, on va dire. Et bah, du coup, bah, je me suis baladé un peu partout. C'était, ouais, voilà, en l'occurrence, c'était sympa. Donc, bah, j'ai pas spécialement suivi ce jour-là l'enterrement parce que je me suis dit, bon, je pourrais le voir à la fin de la journée. Et puis, de toute façon, c'est parce que ça m'intéresse énormément, évidemment, toute l'histoire qu'il y a autour de la reine Elisabeth II. Mais je l'ai pas suivi, en tout cas. Et donc, le temps a passé rapidement. Et bon, j'ai juste fait un petit tour. Ah oui, arrivé à un moment, je suis... alors c'était quoi? Il était vers 16h30, 17h, et je me suis dit, bah tiens, il faut que j'aille prendre un... j'ai eu l'habitude, en fait, quand j'étais en Angleterre, d'aller me prendre un afternoon tea. Afternoon tea. Donc tout simplement, tu vas prendre le thé, quoi. Mais c'est voilà, mais par contre, c'est le thé anglais, avec du lait que tu mets dedans, et c'est bon. Mais je me suis dit, j'ai envie quand même, voilà, d'un endroit plutôt joli pour prendre ce thé. Et j'ai cherché un peu et je suis tombé sur un endroit, mais incroyable. Mais l'endroit, je suis tombé totalement aussi par hasard. Mais en fait, je suis revenu pile à l'endroit où, le matin même, je me suis retrouvé face à la cathédrale, où j'ai vu la cloche sonner et où il y a des gens qui sont arrêtés. Mais en fait, juste en face de la cathédrale, parce que j'ai cherché des endroits et je suis tombé sur un endroit qui s'appelle The Dome. Et je suis juste tombé là-dessus et je reviens, je me suis dit, attends, mais c'est en face de la cathédrale? Putain, mais je l'avais même pas vu. Et pourtant, ouais, l'entrée, elle est quand même vachement visible. Tu rentres dans un bâtiment néoclassique avec des colonnes. C'est littéralement sublime. Mais vraiment littéralement sublime. L'entrée est vraiment bien agencée. C'est difficile à expliquer, mais c'est vraiment une entrée... pour faire simple, à la limite d'une entrée d'hôtel des années 20, ou de la Belle Époque. On rentrait avec beaucoup d'ornements,
une belle réception avec voilà, et on vient t'accueillir, on te dit ah oui vous voulez l'afternoon tea, ah bah c'est à l'étage à droite, donc allez simplement prendre l'escalier. Donc là c'est des escaliers, t'as l'impression l'escalier que tu prends, t'as l'impression d'être vous vous souvenez de Titanic quand le grand escalier bien connu, boisé, magnifique, ben j'ai l'impression que c'était exactement la même chose de chaque côté, de gauche à droite. Et en fait dans cette grande salle, ben, en fait on te sert en fait une comment... Alors ça va être le moment où je vais un peu buter, parce que je sais pas exactement comment décrire ça. En fait, t'as un plat qui est en étage. Donc t'as à peu près 4 étages, avec différentes assiettes qui se tiennent en un seul plat, et vertical en fait, et il te l'amène. Et dessus, t'as des petits gâteaux, de très bonne qualité d'ailleurs, des petits gâteaux, de cheesecake, des carrot cake, des petits sandwichs avec avec de la viande, plein de... Ah oui, et surtout aussi ah oui, des scones. Oh là là, les scones. Qu'est-ce que c'est bon les scones. Donc tu prends ton petit scone, c'est une petite brioche en fait, mais qui a un peu... il faut qu'elle soit chaude. En fait, on dirait un peu, moi j'ai eu l'impression qu'on dirait un peu l'aspect, un peu bon, moi j'allais dire une pierre volcanique, mais non, c'est pas du tout ça, mais, enfin bref, allez chercher, j'ai du mal à expliquer comment on décrit un scone, quoi. C'est un gâteau, quoi, un gâteau avec une forme un peu aléatoire, un peu, comme c'est une petite montagne, et en fait, on le coupe en deux, on met du beurre, on met de la confiture, et c'est un délice. Si vous avez vraiment l'occasion d'aller au Dôme, vous avez le droit à autant de thé que vous voulez, c'est une tuerie, vraiment c'est une tuerie, l'endroit est magnifique, et je crois qu'il me semble, j'avais payé, 25 pounds à peu près, 25 pounds, ça fait du 27 euros, 26,50 euros, 27 euros, quelque chose comme ça, ouais, donc c'est bon, c'est un certain prix, mais ça les vaut, franchement ça les vaut, et c'est vraiment vraiment une tuerie, c'était magnifique. Après ça, j'ai eu l'occasion d'aller faire un petit tour un peu partout. Là par exemple je suis en train de regarder de nouveau les photos que j'avais prises. Ah ouais, bah il y avait aussi par exemple différents monuments, par exemple il y avait le monument de Scott, en l'occurrence c'est Walter Scott, c'est un écrivain, un grand écrivain écossais, qui en l'occurrence, bon, j'ai pas vraiment d'œuvre en tête de sa part, mais en l'occurrence, c'était un homme, un écrivain tellement connu que dès que, en fait, je crois que ça devait être dans les années 60, quelque chose comme ça, j'avais lu ça quelque part, il y a eu je sais pas si l'UNESCO, je crois, c'est ça l'UNESCO ? Ouais, je crois l'UNESCO, qui a ouvert en fait la première... bibliothèque qui est reconnue monument patrimoine mondial. La première bibliothèque qui a été reconnue patrimoine mondial de l'humanité, de l'UNESCO, et ben ça a été à Édimbourg. Ça a été à Édimbourg, et vraiment une bibliothèque très particulière où justement il y avait quand même énormément de romans de Walter Scott. Donc c'est un écrivain apparemment incroyable, même si j'ai pas spécialement beaucoup d'images, de livres en tête, même pas du tout en fait, j'ai pas eu l'occasion vraiment de chercher. Et il a un monument dans le centre qui est vraiment littéralement sublime, donc c'est une architecture en fait dans cette ville qui est gothique, une architecture gothique, la plupart en fait des bâtiments c'est ça, dans tout le centre, c'est surtout voilà le Walter Scott Monument, tu sens vraiment toute l'influence de l'ère victorienne derrière, c'est sublime. Il y a moins, on va dire, cet aspect très parc grandiose qu'on peut avoir en Angleterre. Excusez-moi, là je suis déconcentré parce qu'en fait, au moment où je suis en train d'enregistrer, il s'est mis à pleuvoir et j'entends tout simplement un crapaud derrière moi en fait. Donc là, je suis sérieux, j'ai un jardin qui est derrière et en fait, même si la fenêtre est fermée, j'entends le crapaud. Oui, il en faut peu pour me déconcentrer. Du coup, ouais, donc c'est vraiment gothique. Tous les bâtiments, en fait, ce que j'aime bien dans cette ville sont vraiment en fait assez homogènes de manière générale. L'architecture est totalement homogène, c'est sublime, ça a les mêmes tons de partout, c'est bon. Alors par contre la ville est quand même à certains endroits quand même assez en travaux, donc il y a certains endroits qui sont un peu cachés, un peu
dont la beauté est un peu gâchée justement parce que à cause des travaux. Et il y a certains bâtiments qui sont littéralement sublimes. Mais là je suis en train de regarder, il y avait quoi par exemple là, oui, le Balmoral Hotel, hein, le Balmoral Hotel qui est pas très loin du Walter Scott Monument. C'est un grand hôtel, mais c'est incroyable. Il est vraiment sublime. Donc ouais, je me suis un peu baladé partout. En fait là je suis en train de regarder les photos que j'ai prises. Et c'est vrai que oui, alors en l'occurrence, ouais, c'est ça le château d'Édimbourg, enfin voilà, tout ce qu'il y a autour. C'est ça, ouais, donc c'est ça, j'ai parlé, comme j'avais dit, c'est ça euh, des, des parcs privés, pardon. Et en l'occurrence, ah oui, par exemple, il y a énormément, quand on se balade à certains endroits dans Édimbourg, on a énormément en fait de vestiges, c'est ça en fait de cette période victorienne avec un renouveau, on va dire, du néoclassicisme. Vous savez, bon, si vous savez, tant mieux. Si vous savez pas, c'est en fait ce courant architectural qui a remis au goût du jour en fait l'influence antique. Donc c'est-à-dire que tous les bâtiments ont commencé à ressembler à des temples grecs avec des colonnes partout. Donc j'imagine que peu importe l'endroit où vous êtes, j'imagine que vous avez logiquement tous, s'il y a une grande ville, un peu ce genre de bâtiment un peu partout. Ça a été une influence littéralement extrêmement importante en Europe à un moment. Et en fait, quand on se balade dans des parcs, il y a vraiment cet aspect très... encore, c'est ça, voilà, d'influence victorienne. Et là, par exemple, je regarde sur une de mes photos, je vois des temples, des sortes ça des temples, mais un peu comme des kiosques. Je sais pas si vous voyez les kiosques qu'il y avait à la belle époque, où il y avait des groupes de musique qui jouaient dans les grands parcs, les parcs publics. Là, c'est la même chose, mais c'est des colonnes, des kiosques plus petits avec des colonnes. C'est plus petit, c'est plus haut, avec des colonnes bien plus massives. Et au milieu, par exemple, je regarde, il me semble que je vois la statue, déjà c'est une femme, mais il me semble que c'est Aphrodite. Je crois que c'est ça, c'est Aphrodite, si je ne me trompe pas, parce qu'elle elle est un peu dénudée, bon, comme beaucoup de statues grecques, mais elle est vraiment... Ouais, il me semble que elle est assez jolie. Donc après, je sais pas... Ouais, je saurais pas dire si c'est... quelle autre déesse ça pourrait être. Sinon... Ah oui, c'est vrai il y avait aussi beaucoup ça que j'ai remarqué. Il y avait... en fait, quand on se balade... Je crois on a un peu du mal peut-être à se rendre compte de ça en France. Bon, ça c'est notre héritage politique. Vu qu'on a plus de monarchie, hein, au cas où vous débarquez, on n'a plus de monarchie depuis l'après 1789, hein, précisément 1792. 1792. Oula, faut que je me souvienne de l'exécution de Louis XVI. Si c'est 92 ou 93 ou 91, quelque chose comme ça. Et voilà, depuis ce temps-là, on a plus de monarchie. Donc, en fait, dans toutes les boutiques, en majorité vraiment, après je sais pas si c'est une forme, logiquement oui, une forme de consensus, pression sociale certainement, tous les magasins, mais littéralement tous, jusqu'à, là j'ai des photos, là j'ai quoi, j'ai un, alors c'est quoi déjà, j'ai un, ouais, simplement des magasins, des Barbour par exemple, c'est du prêt-à-porter assez qualitatif, de style britannique, avec des blousons, tout ça. En fait, ils affichent des messages d'hommage à la reine, en fait. Ils affichent en gros sur leur vitrine, ça prend toute la place, mais ils l'affichent vraiment très bien. Enfin, certains en font plus que d'autres. Oui, c'est ça, oui. Donc, par exemple, là, je suis en train de lire, voilà. I would like to pay tribute to the Queen Elizabeth II. She dedicated her life to the nation, her remarkable 70 years reign, and has left us with an extraordinary legacy. Donc, bref, voilà. Si vous comprenez l'anglais, tant mieux. Sinon, je vais pas faire de traduction, désolé. Et ouais, voilà, c'est ça, plein de magasins. Il y avait quoi ? Il y avait un magasin de chaussures, un Starbucks. Je crois qu'il y avait même un Starbucks aussi où ils faisaient ça. Donc c'est vraiment un consensus général. Après quoi d'autre En fait, c'est surtout ça en fait. Là, je pense que là, je vais me retourner sur une chose en fait. J'ai pris avec Édimbourg en fait. C'est un peu comme ce que j'ai fait quand je suis allé à Budapest. Je me balade en fait avec ma caméra. Et enfin, pour faire simple, c'est un caméscope. C'est un caméscope, hein, c'est pas un appareil photo numérique avec un objectif, c'est littéralement un caméscope parce qu'en fait à une époque, voilà, tout le monde utilisait des
des appareils photo numériques, à changer les objectifs et tout, mais moi, bon, pour faire simple, je suis pas photographe, hein, je m'en fous de savoir prendre des photos, je prends une photo avec mon téléphone, bon, évidemment des photos qui doivent être de qualité, donc, mais je veux dire minimales, mais je ne suis pas un expert de la photographie, donc en soi, que je prenne des photos avec un appareil photo d'un smartphone ou d'un appareil photo numérique, je m'en fous, quoi. Voilà. Le plus important pour moi, c'était justement d'avoir cette capacité, avec le caméscope, de pouvoir zoomer sur des détails. Le plus important, vraiment, quand on visite, ça va être la grosse différence, en fait, entre un touriste et un voyageur. Logiquement, c'est qu'en fait, selon moi, le voyageur s'attarde sur les détails, précisément sur les détails, alors que le touriste va simplement passer. Comme vous voyez, en fait, j'aime bien l'allégorie avec les touristes. Vous voyez, dans les films de western, les westerns où on voit dans le désert, dans les villages, on voit des sortes de rouleaux de paille, je sais pas, de la paille, vous voyez le classique où il y a du vent et en fait on voit je sais pas qu'on peut dire, la paille, c'est ça qui est enroulée. Je crois que ça doit être des ronces, ou je sais plus exactement, qui se met à rouler en fait. Et en fait, moi je vois un touriste un peu comme ça en fait. Pour moi, un touriste c'est juste du vent. Il vient, il n'est pas spécialement intéressé, et en fait il est simplement de passage. C'est juste ça. Un voyageur en fait, il va littéralement essayer de voir littéralement, enfin si on a envie d'être un voyageur, il va littéralement en fait avoir envie de s'arrêter sur les détails, précisément les détails, et c'est ce que j'ai fait justement avec ma caméra. J'ai pris mon caméscope et j'ai zoomé sur tous les détails que j'ai pu trouver, et c'était pour moi le plus important. C'est comme ça en fait que je m'imprègne d'une ville, vous voyez, de la beauté architecturale d'une ville. Pour moi en fait la ville me transmet plus au travers de son architecture, parce que l'architecture a vécu, plutôt que bon, après bon, j'ai l'impression que ça fait un peu asocial, parce qu'en l'occurrence j'ai parlé avec des Écossais, mais ouais, c'est plus ça en tout cas moi qui me fait vibrer, c'est de prendre mon caméscope, de zoomer sur plein d'ornements, c'est ça en fait, surtout ça, les ornements qu'on peut trouver partout partout dans les villes en fait, partout dans la ville. Et en l'occurrence, oui, c'était ça en fait. La ville de manière générale, elle est. J'ai pas envie de comparer ça à Paris, parce que c'est pas du même ordre, mais disons qu'il y a une certaine. En même temps, j'imagine que voilà, c'est la vitrine du pays, donc forcément, c'est assez logique en fait que ça soit fait de cette manière-là, on va dire. D'autres villes, ça sera un peu différent, mais la ville est homogène architecturellement. Elle est homogène, c'est-à-dire tous les bâtiments sont à peu près semblables, de la même couleur, tous les quartiers ont la même couleur, ont les mêmes. Après, j'imagine que si on s'éloigne un peu autour, il y a des endroits qui sont certainement un peu plus modernes, un peu moins chargés on va dire en ornement architectural, voilà, c'est certainement beaucoup moins chargé, mais en l'occurrence c'est le cas de vraiment littéralement de Édimbourg. Après ça, voyons un petit peu, qu'est-ce que j'ai d'autre. Et oui, après, c'est vrai qu'il y a certains bâtiments qui sortent du lot, en fait. C'est vrai qu'on on regarde vraiment précisément Je vous invite par exemple à aller regarder à quoi ressemble le bâtiment, le siège du gouvernement écossais. Il est littéralement hideux. Mais encore, c'est rien en comparaison de ce qui va suivre après. Donc, en fait, ce bâtiment, il s'inscrit en fait parfaitement dans l'héritage art déco des années 20-30. Parce qu'en fait, on dirait littéralement ce que pourrait décrire George Orwell dans 1984. C'est le ministère de la vérité. Allez regarder, je vous dis, prenez votre ordi, votre téléphone, allez regarder le siège du gouvernement écossais. Je veux vous dire qu'il est sinistre ce bâtiment. Surtout qu'en plus de base, les pierres sont grises, mais elles sont plus aussi, en étant neuves, j'imagine, ça devait avoir un côté plus beige, on va dire, plus beige. Et
Et là, littéralement, c'est vu qu'il y a eu des années, des décennies, et que j'imagine que ça a dû être refait, mais c'est quand même vachement pollué, et donc c'est vraiment littéralement sinistre. Donc Et puis, bah, en plus devant, bon, évidemment, bon, t'as le drapeau écossais, mais en même temps, t'as évidemment le drapeau britannique, mais évidemment aussi le drapeau de l'UE, parce que le gouvernement, enfin l'Écosse a ce côté assez, et pas indépendant bien sûr, mais quand même assez à part du Royaume-Uni vis-à-vis au travers de sa première ministre, et eux ils sont vraiment pro-UE, donc bon, voir le drapeau de l'UE, bon, non, pas terrible quoi. Donc, enfin en tout cas ça c'est mon avis, mais... Et donc là, le siège du gouvernement écossais a quand même un peu d'architecture, art déco, donc c'est quand même assez joli quand même, l'art déco, si vous voulez, l'architecture art déco, c'est une architecture néoclassique, mais qui, enfin selon moi, certains pourront me dire que c'est pas du tout ça, mais c'est comme ça que je le ressens. Une architecture néoclassique, mais vidée de tout son aspect chargé, en fait. C'est-à-dire qu'on prend du néoclassicisme avec des colonnes grecques, tout ce que tu veux, et en fait, par exemple, sur du vrai néoclassicisme, on va avoir des colonnes complètes, et sur de l'art déco, on va avoir des moitiés de colonnes, par exemple, qui vont être collées au mur, et en fait, plus on avance avec les années, donc 30, 40, 50 par là, en fait, plus en fait les bâtiments vont être littéralement épurés jusqu'à arriver au brutalisme carrément avec des bâtiments. Bon là ça c'est encore autre chose. Et donc ça c'est encore une chose, mais je vous invite à aller voir à quoi ressemble le Parlement écossais. C'est littéralement affreux. C'est affreux. Mais oh, je me dis, mais comment un pays qui a pu avoir une telle importance dans l'histoire, vraiment une telle beauté vis-à-vis de plein de choses, de sa littérature, de tout son folklore, de tout, peut être représenté par un bâtiment aussi hideux. S'il vous plaît, allez voir, même maintenant vous êtes en train d'écouter, allez voir à quoi ressemble ce Parlement écossais. C'est un amoncellement de tiges de barres de fer de partout, et ça ne ressemble à rien. Pour vous dire, très souvent dans un parlement classique, on sait où est l'entrée. Et bien en fait, pour vous dire, avec ce bâtiment, on ne sait pas où est l'entrée. Littéralement, on ne sait pas où est l'entrée. Déjà, il y a un problème. Déjà, bon, et là, on rentre carrément dans la décadence pure. Littéralement, là, je vous dis, on voit au travers de ce genre d'action, de ce genre de construction, vraiment la décadence littérale en fait de la civilisation. Il n'y a pas plus y a pas plus à expliquer de ce côté-là. Ah oui, d'ailleurs, là, je suis en train de tomber sur quelques d'autres. Et quand je suis en train de regarder, ça fait quand même déjà. Waouh, ça fait. Ça fait 52 minutes que je parle. Ah ouais, faudra s'attendre à peu près à ça tout le temps. Et encore, j'ai pas fini cette histoire. Hein. J'ai littéralement pas fini la suite. Hein. Là, je suis en train de regarder mon téléphone et c'est vrai que. Qu'est-ce que j'ai après ? J'ai quoi ? J'ai pris des photos. En fait, forcément, j'ai envie d'avoir une photo de moi en étant avec un fond quelque part, on va dire, avec la ville derrière. Et justement, je suis allé à Calton Hill, où on a une vue du dessus, en fait, de tout ce qu'il y a au-dessus, une vue générale de la ville, quoi. Et en fait, comme à chaque fois que je vais à un endroit, bon, par exemple, quand je suis allé à Prague, je suis allé avec un ami. Là, j'y suis allé tout seul, donc j'avais pas spécialement le luxe de pouvoir avoir quelqu'un qui prenne bien des photos. Et en l'occurrence, mon ami, il sait très bien prendre de photos. Et du coup, j'ai dû compter sur les gens. Donc, évidemment, très poli, je demande aux gens, subtilement, discrètement, excusez-moi, est-ce que vous pourriez potentiellement prendre une photo, ça vous dérange pas ? Non, bien sûr, non. Sauf qu'évidemment, on n'est pas tous logés à la même enseigne, hein, en termes de talent photographique. Non.
littéralement pas du tout. Donc en fait, j'ai été très poli, les gens m'ont pris une série de photos, et ils m'ont demandé de regarder, ils m'ont dit ça vous va? Et là, il n'y avait aucun cadre, il n'y avait rien, c'était irrécupérable, et en plus ils en ont pris plusieurs, hein. J'ai vu que le type à un moment il m'avait pris plusieurs photos, et bah évidemment t'es poli, donc la seule chose que tu peux dire c'est ah bah merci, ouais c'est super, parce que bah oui, les gens ils ont pris de leur temps, ils sont très gentils, bon bah voilà, tu leur dis bah oh, non c'est très très bien, donc bah voilà, donc au final j'ai laissé tomber, et bon, et le truc c'est que bah je veux quand même avoir une belle photo, donc au final je suis obligé d'attendre que les personnes partent, moi je reste à l'endroit et d'autres personnes viennent, et je réessaye comme ça, et à un moment je crois que j'ai dû réessayer peut-être, je sais pas, 4 fois peut-être. Bon, ça, je l'ai pas fait partout, mais oui, j'ai essayé au moins, ouais, j'ai essayé au moins 4 fois, je crois, quelque chose comme ça. Mais au final, ça va, j'ai eu quand même de belles photos, ça. Alors après, laissez-moi descendre. Qu'est-ce que j'ai Ouais, bah les parcs. Le parc, par exemple, qui est juste en face de Édimbourg, est magnifique. D'ailleurs, il y a notamment une petite maison du gardien, je crois, c'est ça. Je sais pas si j'ai bien compris, ouais, c'était du gardien. Enfin, elle est très, très reconnaissable, hein. C'est une petite maison avec un petit jardin avec des fleurs de partout, magnifique, très très bien entretenu. On dirait vraiment que c'est une maison témoin, c'est incroyable. Mais enfin, une maison témoin, mais si ça avait été sous l'ère victorienne, quoi. Je parle très souvent de l'ère victorienne parce qu'en fait, c'est la période qui a marqué le plus, on va dire, le développement architectural de tout le Royaume-Uni, en fait. Donc, mis à part une petite exception avec évidemment l'Écosse, parce que bon, ça s'est un peu développé d'une manière différente. Mais en l'occurrence, c'est ça reste quand même le Royaume-Uni. Oui, c'est ça, et notamment, il y a une statue qui est en bas du parc. Enfin en haut du parc plutôt, sur l'avenue principale, je sais plus comment ça s'appelle, mais qui est d'ailleurs pas très loin du Walter Scott Monument, celui dont je parlais avant. Et il y a une magnifique statue qui est à la gloire des sacrifiés de la guerre des Boers. Si vous voulez savoir ce que c'est la guerre des Boers, c'est une guerre qui a opposé la Grande-Bretagne aux Pays-Bas. Enfin, je sais pas si c'était exactement les Pays-Bas, mais c'était en Afrique du Sud. Et les Britanniques ouais, sont une guerre avec les Boers, justement. Les Boers, c'est des colons hollandais qui se sont installés en Afrique du Sud. Et d'ailleurs, je crois que Boer, si j'ai bien compris, ça veut dire fermier je crois que ça veut dire fermier en hollandais, si je me trompe pas. Ah bah tiens, je regarde là-bas, ça c'est très très pratique avec iOS, c'est quand on regarde la photo, peut-être ça fait un peu flicage, mais en attendant, on a quand même pas mal d'informations. Par exemple, là, il y a Princess Street, voilà, c'était sur Princess Street. Donc c'est une des avenues, une des artères principales, on va dire. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bah évidemment les pubs, ah bah oui, mais je suis bête. Les pubs, bien évidemment. Alors ça, les pubs, oh là 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 là. Alors, je je ne suis pas alcoolique, mais c'est vrai que je tiens à préciser que j'ai découvert la bière, la consommation de bière, lorsque je suis parti vivre en Angleterre pendant presque un an, ouais un an, quelque chose comme ça, un an, presque un an et demi. Et j'étais à Londres, et en l'occurrence, avant ça, je ne buvais que du vin rouge et rosé, et un peu de vin blanc. Et c'est en Angleterre que j'ai développé un certain attrait pour la bière, ce qui est une bonne et une mauvaise chose en même temps. Ça, ouais, c'est pas... Oui, mais en même temps, c'est très bon, honnêtement, et j'ai pu retomber sur plein de bières, et c'est incroyable, en fait, tu te balades d'un pub à un autre, et tu tombes sur des variétés totalement différentes. Vraiment d'un pub à un autre. Des fois, il y a certains pubs qui est à un endroit, et tu vas, je sais pas, tu marches pendant, je sais pas, moins d'une minute plus loin, t'en as un autre, bah ils ont pas du tout les mêmes bières. Alors pourtant, très souvent, tu vas ici, enfin en France, des fois, bon, il y a des différentes bières, mais la plupart du temps, ouais, tu vas avoir à peu près les mêmes bières partout, hein, je sais pas, une Kronenbourg, une Grimbergen, etc. Enfin, très souvent des bières françaises ou belges, quoi. Et ouais, peut-être tu vas avoir une Guinness si tu vas dans un pub, mais parce que tu vas être dans un pub, mais dans une brasserie, c'est trop souvent la même chose, quoi. Et j'ai eu l'occasion d'ailleurs de regoûter à une bière d'ailleurs que j'avais pas goûté depuis que j'étais allé en... bon, j'étais déjà retourné en Angleterre avant ça, mais que j'avais pas goûté depuis 2017 à peu près. Et c'était c'est la Green King. Si un jour vous allez en Angleterre,
et que vous avez l'occasion, enfin au Royaume-Uni, que vous avez l'occasion de goûter une bière, si vous avez l'occasion de la voir, ça serait de goûter la Green King. Alors celle-là, la Green King, je l'ai trouvée mais très 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 bonne. Elle est fraîche, elle est fruitée, elle est... enfin, l'impression de fruits, mais elle est délicieuse. Après, j'ai aussi une très bonne passion aussi pour les IPA. Les IPA, c'est Indian Pale Ale. Donc c'est une variété de bière fabriquée, enfin il me semble, ouais, fabriquée en Inde à la base, c'était ça. Et enfin une variété qui vient de là-bas en tout cas. Et ouais, donc j'ai l'occasion d'aller dans différents bars et différents pubs et ça m'a fait mais tellement du bien parce que bon, on va dire que c'est vrai que bon, le fait d'avoir été introduit à ça en vivant pendant 1 an et demi et d'aller dans différents pubs quand j'étais là-bas, le fait d'y retourner, j'ai vraiment l'impression déjà de... c'est juste des pubs, hein, c'est rien d'incroyable, mais t'as des pubs à peu près en France, dans chaque, vraiment, je pense, centre-ville important. Tu vas à Lyon, t'as des pubs, tu vas à Marseille, t'as des pubs, tu vas à Nice, t'as des pubs, etc. Et ben, je me sens chez moi. Vraiment, c'est un pub, déjà c'est public house, donc tu te sens chez toi, tu te sens bien, c'est convivial, tu vois vraiment. Une brasserie, c'est censé être ça, mais enfin un bar, mais pour moi le bar a plus un aspect assez, comment dire, assez PMU en fait. L'image qui a été associée en France, nous du bar, ça va être bar PMU, alors que, enfin en tout cas, c'est comme ça que je me le figure. Si tu veux quelque chose qui justement cet aspect un peu moins bar PMU, bah faut que tu ailles dans une brasserie. Et là une brasserie, bah là tu vas avoir des bonnes bières et en même temps tu vas pouvoir manger. Mais oui voilà, c'est un peu ça. Alors que pourtant les public house, donc les pubs, bah, c'est la même chose, c'est brasserie et bar, c'est la même chose. Bon, après peut-être qu'ils ont on va dire que peut-être qu'ils ont une carte ouais, une carte un peu moins fournie si tu veux manger, quoi. C'est surtout ça. Donc j'ai eu l'occasion, ah oui, de goûter différents plats écossais. Bon, après c'est surtout très souvent à base de viande, à base j'avais goûté, je sais plus exactement ce que c'était, un poulet, du poulet mariné avec du whisky. C'était délicieux, vraiment, c'était super bon. Et il y a des petits écriteaux sur une carte que je trouvais assez marrant aussi. Je suis en train de regarder sur mon téléphone, c'est A Fair Prices in Hull, comme ça. Ouais, il y a une intonation avec l'accent écossais qui est assez drôle. Je sais pas comment le prononcer, mais tu vois en fait un Écossais avec un ballon de football et je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais ouais, il raconte un peu tout ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, bah aussi l'endroit où je vivais, tout simplement aussi, enfin l'expérience avec de manière générale, l'endroit où j'étais, la location, le Airbnb, magnifique, hein. Vraiment une bâtisse vraiment classique, comme je le dis, avec les bâtiments gris. Dedans, c'est assez pittoresque, on va dire. Bien, bien entretenu, l'aspect extérieur assez vétuste, mais bien entretenu quand même. C'est un peu un mélange ancien, et évidemment, pas d'ascenseur, donc tu grimpes dernier étage et tout. Et l'intérieur, magnifique. Vraiment, c'est très comment on dit, très cosy, très, très, très agréable. T'as envie de rester, de te mettre dans le salon que je trouve vraiment magnifique, avec une petite cheminée en plein hiver. Ça doit être vraiment beau, vraiment très, très agréable. Il y avait un petit piano. Le matin, bah, le type, bon, en l'occurrence, apparemment, ça faisait partie de l'offre, mais je le savais pas du tout. Ouais, il y avait le petit déjeuner qui était fourni. Donc le mec très gentil, très serviable. Il m'a. Bon, en même temps, j'imagine que ça fait un peu partie de l'offre, hein, c'est-à-dire certainement du service, donc il va avoir un bon retour, hein, une bonne note, donc bon bah voilà, il me dit, il m'aide un peu, il essaye d'être serviable, gentil, en même temps, bon pas que ça, parce qu'on reste des humains, on peut être serviable sans pour autant derrière avoir une envie d'avoir un retour sur investissement, non, voilà, c'est... Mais voilà, de manière générale, ouais, très très bonne expérience, même plus sympa, je trouve au final, t'as vraiment une impression d'être chez l'habitant, un très très bon souvenir vraiment ancré maintenant par rapport à aller ouais, dans un hôtel, quoi. Mais après, peut-être que j'aurais eu cet aspect, je pense, facile à faire, je crois. J'avais plus envie de le faire en étant au Royaume-Uni parce que c'était avec culture, ouais, c'est ça, anglophone, anglo-saxonne. Je sais pas si je l'aurais fait enfin quand je suis allé à Budapest ou à Prague, je sais pas. Peut-être c'est peut-être ouais, si ça pourrait, ouais, j'aurais peut-être pu le faire, je pense, mais bon, à voir avec la suite. Mais
Donc ensuite, ah ouais, oulala, oui. Ah ouais, histoire assez sympa. J'ai filmé en fait mon voyage de A à Z, j'ai filmé tous les détails, tout ce que tu veux. Et je suis parti avec deux batteries bien chargées pour mon caméscope. Et donc c'est un Sony AX30 que j'ai, je crois, c'est ça, AX30. Et c'est des grosses batteries à l'arrière qu'on clipse. Et, et j'ai eu la bonne idée de partir en fait avec cette caméra, mais sans mon chargeur. Donc je me dis mais c'est incroyable, mais je suis débile, c'est pas possible, mais comment j'ai pu. Et sachant que j'ai aussi, tenez-vous bien, j'ai aussi oublié le chargeur de mon téléphone. Donc j'ai dû aussi acheter un chargeur de téléphone. D'ailleurs, quand j'ai commencé à charger au début, j'avais une sorte de câble d'iPhone de base de merde qui je sais pas, le câble était chargé pendant, je sais pas, peut-être 10 minutes, et il y avait même pas 1% qui venait. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Et puis après, j'ai changé de câble, et au final, il n'y a pas que le chargeur, il y a aussi le câble qui compte. Hein. Il faut un bon câble si tu veux que ça charge vite. Hein. Si tu as un câble de merde, ça chargera pas vite. Et du coup, à propos de ça, du coup, la caméra, je crois qu'elle avait à peu près différents pourcentages je sais pas, j'avais une autonomie au moins de 4 heures peut-être pour filmer, 4 heures, 4 heures d'autonomie ou 3 heures et demie, quelque chose comme ça. Et j'avais quand même deux batteries, mais j'ai réussi à tenir tout le séjour, jusqu'à la fin. Et d'ailleurs, quand je suis le dernier jour, j'ai préféré le dernier jour, je sais pas pourquoi, pour visiter le château d'Édimbourg. Et la dernière chose que j'ai filmée tout en haut du château, les dernières choses que je voulais filmer, qui sont entre guillemets que j'ai jugées importantes avec les différents détails, et c'est à ce moment-là, quand j'ai terminé justement de filmer ce détail-là, parce qu'à chaque fois que je refermais la caméra pour économiser de la batterie, elle a choisi de s'arrêter à ce moment-là précis. À ce moment-là précis. Je me dis, mais c'est arrivé pile à ce moment-là, c'est fantastique, c'est impressionnant. Et du coup, après ça, parce que je pense à plein de choses, et du coup, il faut que je retrouve le fil. Et oui, du coup, en fait, cette batterie, du coup, elle a tenu suffisamment, mais en même temps, je me suis quand même dit, bon, avant ça, il faut que je trouve un putain de chargeur, en fait. La batterie va pas tenir, en fait. Et c'était littéralement impossible de trouver le moindre chargeur compatible avec ma caméra. Et jusqu'à ce que j'en trouve un, je suis allé à John Lewis. Je sais pas avec quel magasin on peut comparer ça en France, peut-être une sorte de Fnac. Et il y avait le chargeur. Sauf que, écoute, 95 pounds. Comment te dire non, hein, j'ai l'impression que ça fait du genre presque 100 balles, quoi. Donc non, hein, non, littéralement non, en fait. Donc j'ai compté sur mes caméras, j'ai compté sur ma caméra, sur la batterie tout simplement. Parce que sinon ça aurait pas tenu. Et sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre De manière générale, oui, en tout cas sur Édimbourg, pour ça, c'était... Après, je sais pas en fait dans quel ordre je peux raconter ça, mais en l'occurrence, je suis aussi à Édimbourg, je suis aussi allé oui, Arthur Seat. C'est le point le plus haut en fait qu'il y a à Édimbourg, et il faut carrément faire une randonnée en fait. Donc... en fait, c'est pas que j'ai une opinion assez négative de mes semblables, mais je me suis dit, en fait, vu qu'il faut quand même faire une putain de randonnée, je me suis dit, bon, les gens de manière générale, c'est quand même des feignasses, donc en soi, ils vont pas avoir la foi de monter. Et il se trouve que les gens sont moins fainéants que je le pensais, en fait. Donc il y avait une queue incroyable pour monter sur une putain de montagne, en fait. Mais en fait, quand tu montes sur cette montagne, t'as une vue mais encore plus incroyable sur Édimbourg. Et là, tu te rends compte en fait en te tournant que Édimbourg est littéralement sur la mer. Il me semble que c'est la mer du Nord, je crois, c'est ça. C'était littéralement sur la mer en fait. Et mais c'est de loin quand t'es dans Édimbourg, bon, mis à part quand il y a des mouettes, tu t'en rends pas compte quoi. S'il y a une chose qui me rappelle justement que les mouettes sont bien présentes, hein, c'est une chose assez simple, mais j'adore littéralement filmer des statues. Les statues les statues en général de plein de personnages historiques, magnifiques, mais on ne peut pas les filmer parce qu'en fait, elles sont pleines de merde de mouettes.
littéralement pleine de merde de mouettes. Il y a je sais pas ce qui se passe, mais les mouettes, voilà, elles ont je sais pas, un grief vis-à-vis des statues, et c'est littéralement, mais littéralement incroyable. Dès qu'il y avait une belle statue, je ne pouvais pas la prendre en vidéo de proche parce qu'elle était pleine de merde. Ça m'a rendu fou. Mais bon sang, mais il y a une statue de... Oh putain, il y a une statue d'un autre écrivain assez connu, ou même de la reine Victoria, et je ne peux pas la prendre en photo, ou en vidéo, je ne peux pas. J'étais dégoûté. D'ailleurs, bon alors, je vais passer directement à la suite, parce que sinon ça va jamais se terminer. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ouais, bah j'ai visité le musée national, écossais. Je sais plus exactement si ça se dit de cette manière-là, mais en tout cas c'est ça. Et je suis tombé sur des trucs, c'était vraiment assez drôle. Je vous conseille d'aller vérifier, d'aller jeter un œil à quoi ça ressemble. L'architecture est vraiment assez belle. Ah oui, ah ouais, j'étais aussi à la recherche bon, pas spécialement d'un costume en tweed, mais de manière générale, un peu quand même. C'est-à-dire que je cherchais en fait surtout, quand j'étais allé en Angleterre, il y a 2 ans environ, j'étais allé dans un magasin qui s'appelait Chad, et je m'étais pris une casquette en tweed en fait. Casquette d'ouvrier en tweed, je la porte encore aujourd'hui, elle est magnifique. Elle est magnifique, elle est incroyable, et ben, le truc c'est que je me suis dit, bon, quand même, en Écosse, je vais quand même réussir à trouver une putain de casquette en tweed. Je vais chez Walker Slater, magasin de costumes. Bon, ils ont des costumes sublimes, hein, mais bon, quand tu vas là-bas, le costume, écoute, l'ensemble, le gilet, la veste et le costume tweed véritable, magnifique, ça te revient à peu près à 1200 pounds, hein, donc bon, ça m'a calmé rapidement, mais ils avaient aucune casquette. Ils me disent, ah sinon descendez en bas de la rue, il va y avoir un autre magasin, et là vous allez tomber sur un autre magasin, et là vous allez pouvoir trouver ce qu'il vous faut. Là-bas, rien du tout. Et je suis tombé sur justement ce magasin que l'autre Walker Slater m'a conseillé, où je devais aller, quoi. Et le type me regarde ma casquette et il me dit, mais c'est bizarre, c'est une... Ouais, je connais cette marque, mais elle n'existe plus en fait. J'ai commencé à me dire, ah bah oui, ils ont fermé il y a 4 ans. Ah, d'accord. Et du coup, ah ouais, vous avez vraiment une casquette assez rare là, hein. Ah oui, elle se fabrique plus, hein. Bah, même si c'est pas la même marque, vous avez pas dans le même style. Ah non, cette marque-là, ils avaient vraiment un style vraiment très particulier, hein. Oh, c'est une blague. Donc en fait, je vis littéralement avec l'une des dernières de ses congénères en fait, c'est de son espèce, quoi. Donc c'est bon, bah j'essaye désespérément de me retrouver une casquette en tweed, hein, mais on dirait pas, mais c'est compliqué, hein. C'est mis à part si tu la commandes sur internet, bien sûr. Alors après ça, je vous conseille aussi d'aller visiter la cathédrale. Ah oui, la cathédrale. Ah oui. Alors ça, bon, juste à côté, T'avais Victoria Street, qui est assez connue, mais bon, je trouvais que c'était vraiment, pour le coup, littéralement beaucoup trop touristique. Elle est jolie, hein, la rue, mais c'est une rue, un artère, vraiment très touristique, littéralement, ça fait vraiment touriste. C'est joli, mais ça fait vraiment très touriste. Et du coup, cette cathédrale, elle s'appelle, donc c'était sur The Royal Mile, pareil, encore artère principale qui vient du château d'Édimbourg, on descend presque jusqu'à la mer. Et cette cathédrale, c'est... Alors là, je suis en train de regarder mes photos, mais j'arrive pas en fait à voir précisément la cathédrale. Ouais, c'est la cathédrale St. Giles. Donc, ouais, cette cathédrale est littéralement la cathédrale. Bon, on va dire, c'est une architecture gothique. Vraiment, c'est l'architecture gothique. Je sais plus de quel siècle date cette cathédrale, mais littéralement, c'est une des représentations assez classiques de l'art gothique qu'il y a en l'occurrence en Écosse. Elle est sublime. Donc cathédrale St. Giles. Et dedans, cette cathédrale contient les vitraux les plus beaux que j'ai vus de ma vie. Mais littéralement les plus beaux. C'est-à-dire que les plus élaborés, les plus grandioses que j'ai jamais vus. En fait, quand on rentre dans cette cathédrale, les vitraux j'ai envie de dire, nous transpercent par la lumière. Par leur beauté, je sais pas comment. À chaque fois que je vois des vitraux, la plupart du temps, la lumière passe, mais je les trouve magnifiques, mais ça m'a pas fait le même effet. Alors que là, j'ai l'impression qu'en fait, je sais pas si c'est la peinture qui fait ça,
mais ça te transperce bien plus que tous les autres, à la limite de te transcender en fait. Et en fait, quand tu rentres dans la cathédrale, tu as des drapeaux qui sont ornés un peu partout. Des drapeaux britanniques, écossais, enfin, un peu partout en fait. Et ils sont des drapeaux d'origine. Des drapeaux de différentes époques, différentes guerres, et c'est impressionnant. C'est sublime. Si vous avez l'occasion d'y aller, c'est vraiment littéralement magnifique. Alors après ça, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai eu l'occasion d'aller... Ah bah là, il faut que je raconte... Ah oui, il faut que je raconte le moment où je suis allé à... Je suis allé à Stirling. Donc ça, Stirling, c'est la capitale... Stirling, c'est la capitale, on va dire, médiévale de l'Écosse. La capitale médiévale, enfin l'ancienne capitale médiévale, avec le château de Stirling, justement. Et ben en fait, bon, on va dire une ville sans prétention, hein, c'est joli, hein, c'est magnifique, mais surtout évidemment le vieux village avec le château, c'est ce qui est vraiment le plus important. Et en fait, ce village, il est surplombé sur une... Il surplombe en fait toute une colline qui est vraiment très très plate avec des montagnes autour. Et t'as on va dire que ça fait un peu penser un peu à Edoras dans Le Seigneur des Anneaux. Si vous voyez à peu près ce que je veux dire, ça fait un peu ça, sauf que c'est un château en pierre, quoi. Et donc tout autour, t'as vraiment, bon, voilà, le village. Pour faire simple, quand tu te balades dans le village, tu es sûr de tomber sur des statues de William Wallace de partout. Ça, c'est aucun problème, c'est vraiment génial d'ailleurs. Et le château, en fait, comment dire ça? On voit qu'il a vécu différentes époques. Hein. Le château, littéralement, d'Édimbourg a vraiment, vraiment vécu différentes époques. Et en fait, on s'en rend compte parce qu'en fait, à différents endroits, ils nous font des sortes de petites reconstitutions au travers de... En fait, on doit mettre des sortes de lunettes. Enfin, pas des lunettes, qu'est-ce que je raconte? Vous voyez, quand des longues vues, en fait, pour touristes, où on doit mettre des pièces dedans, en fait, ça fait ça, sauf qu'en fait, quand tu regardes dedans, tu as en fait une reconstitution à l'image en fait de à quoi ressemblait l'entrée, à quoi ressemblait l'arrière. Tu tournes et en fait ça te montre différents endroits. Sauf qu'en fait l'axe est déjà défini en fait. Et ensuite tu suis simplement l'axe qu'on te dit de suivre. Tu vas à gauche, à droite et là ça te montre ce que tu as envie de voir, enfin ce que tu dois voir quoi. Et il y a des gens qui sont à l'intérieur d'ailleurs et qui racontent un peu l'histoire de chaque pièce, chaque chose. Et c'est assez marrant. Franchement j'ai vraiment vraiment bien apprécié. Ah oui, d'ailleurs, il y a aussi le Wallace Monument. Ah, le Wallace Monument, ça c'était une histoire aussi très sympa. J'ai envie d'y aller, c'était vraiment génial. On avait l'occasion, en fait, c'est une tour qui est en face du château d'Édimbourg et qui a été érigée en hommage à William Wallace. Et elle est sur une colline, elle aussi, mais de l'autre côté de la vallée. Et je me suis dit, après avoir visité le château d'Édimbourg, je vais aller manger un petit bout et bon, je vais y aller quoi. Sauf que j'avais pas vu qu'en fait ça fermait à 17h. Et moi je me suis dit, bon, ça va, c'est bon, il faut quoi, il me faut 20 minutes en bus pour y aller, pas de problème. Oui, c'est bon, j'ai le temps de manger un bout, d'attendre, je voulais prendre un bus, pour me dépêcher quoi. Sauf qu'en fait le bus, tu l'attends, aucun bus qui vient. Littéralement aucun bus. C'est incroyable. Mais j'attendais avec des gens et les gens, même quand je posais la question à différents chauffeurs, ils me disaient mais comment ça le bus 17? Il n'y a pas de bus 17, monsieur. Quoi? Bah si, le bus 17 pour aller... Vous allez au Wallace Monument? Non, non. Ah, bon, d'accord. Bon, au final, j'ai laissé tomber, je me suis barré. Qu'est-ce que tu veux faire? On te dit... tout simplement d'aller... tu veux aller à un endroit et on te dit que c'est pas possible, tu laisses tomber, quoi. C'est pas compliqué, quoi. Et au final, j'ai laissé tomber. Et d'ailleurs, j'y suis allé en train pour aller à Stirling. Le train d'ailleurs qui est vraiment génial, quoi. Vraiment 5 étoiles. Hein. Vraiment le trajet, tranquille, magnifique. Même, j'ai l'impression aussi, même les contrôleurs, après je prends pas très souvent le train. Moi, ce que j'ai pris, c'était souvent des TER. Donc, j'ai jamais vraiment vu ce que c'était de prendre vraiment un TGV ou des trains, des trains, on va dire, ouais c'est ça, des trains express régionaux quoi. Donc ça devait être un peu comparable à ça parce que c'était pour aller d'Édimbourg à Stirling, donc ça devait être à peu près comparable. Et ensuite, ouais, ça m'a surpris parce qu'en fait les contrôleurs avaient l'air tranquilles. Le mec, il est arrivé, oui, vous avez votre ticket, oui.
Ouais, tenez, ah ouais, ah bah merci, voilà, c'est tout. Après, j'imagine c'est ce qui doit se passer en général, mais je pense qu'en France, les contrôleurs ont tellement l'habitude, ou peut-être, je pense, hein, la peur de se faire frapper par des racailles, que je pense qu'ils sont tous un peu méfiants la plupart du temps, tu vois. Donc, ou alors, si tu veux vraiment que ça se règle, il faut que tu aies la police des transports ou je sais pas quoi. Donc ça fait. J'ai trouvé que c'était ouais, assez tranquille par rapport à l'image qu'on a du train en général. Donc c'était ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah ouais, j'ai eu l'occasion de faire aussi un. J'ai eu l'occasion aussi de faire une sorte de barathon, c'est ça, un barathon. Je suis allé en fait un peu partout en fait dans Édimbourg et je buvais une pinte à chaque fois que j'allais dans un bar. Et j'ai fait 12 pubs. Donc, autant, autant dire que quand je suis rentré à la maison, j'étais avec la clé. Bon, bref. Mais c'était vraiment génial de faire cette expérience, de se balader, d'aller à différents endroits. Et le soir, comme ça, je sais plus quel jour c'était, mais c'était tellement drôle d'aller d'une animation à une autre en fait. Il y avait une animation à gauche, une animation à droite, parce que c'était dans une rue en fait où il y avait plusieurs pubs. Et j'avais l'impression d'être dans le dernier pub avant la fin du monde, le film avec Simon Pegg. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Et c'est ça littéralement, ils font ça, ils font en fait une surprise, ça ils font un barathon, une pubathon, je sais pas comment on dit ça. Et c'est une bière différente à chaque bar. C'est pas la même bière, hein, c'est une bière différente, spéciale du bar à chaque fois. C'est une expérience avec des chanteurs, avec des gens, et j'ai l'occasion d'aller parler avec différentes personnes. Et là, littéralement, là, tu te connectes un peu à la ville et tu vois les gens qui sont sur place. C'était pas des touristes, c'était vraiment des gens locaux avec qui tu discutes. C'était génial. D'ailleurs, ça me rappelle un moment où j'étais passé par Victoria Street. Au-dessus de Victoria Street, t'avais un petit resto. Je voulais y aller pour prendre un petit truc, hein, rien de incroyable, mais en même temps, encore une fois, avec une bière. J'ai bien abusé sur les bières, hein, d'ailleurs, durant ce voyage. Hein, j'en ai profité. Maintenant, je me calme et régime maintenant. Et j'avais discuté avec deux vieux Écossais qui étaient trop contents de tomber sur un Français. Et c'était deux mecs qui avaient, je sais pas, ils avaient au moins 70-75 ans, mais ils étaient trop drôles. Ils étaient littéralement trop drôles. Ils me racontaient leur vie, machin. Ouais, mais moi je suis là depuis tout petit. Édimbourg c'était pas du tout pareil avant. Moi je me souviens, la rue, il y avait encore des chevaux qui passaient. Ah ouais, carrément, putain, waouh. Enfin oui, il y avait des vieilles voitures, des machins. Bon, logique quoi, mais. Ils avaient un accent vraiment très très particulier. C'était mais tellement drôle. Et donc voilà, le fil conducteur est assez spécial, mais d'ailleurs, juste après avoir discuté avec ces deux messieurs, j'ai descendu en fait la rue en fait, le Royal Mile. Plutôt, ouais, oui, c'est ça. Ah non, je l'ai remonté. Je l'ai remonté parce qu'il y avait justement un truc dont j'avais entendu parler, c'était on pouvait faire des séances photos. Donc il y avait un studio photo et tu pouvais en fait t'habiller, pas te déguiser, c'est important. Je me suis habillé en Highlander. Donc c'est une vraie tenue, hein, c'est pas de la merde. Hein, quand tu mets vraiment la belle tenue avec le kilt, avec tout ce qui va avec, et les chaussures, nickel, et avec l'espèce de petite calotte et avec une grande épée, c'est ça style Highlander. Et par contre, c'est génial parce que le studio voilà, est génial, mais du coup, la photographe, elle te mitraille, donc elle te regarde. Ouais, mettez-vous comme ça. Ouais, mettez dans l'autre sens. Oui, alors je vais vous donner une fiole une fiole. Bon, c'est pas de l'eau hein, qu'il y a dedans. Hein, c'est vraiment du whisky hein, qu'il y a vraiment. Parce qu'en fait, tu payes quand même tu payes à certains prix quand même. Hein, donc, je crois que j'ai dû payer pour faire la séance photo, je sais pas, 35 pounds. Donc tu as la possibilité d'essayer différentes tenues, t'as plein de photos, t'as plein de choses, t'as une dégustation, t'as un truc donc il m'a fait goûter justement du whisky avec, et du coup il me disait ouais tenez, buvez, machin, ouais mettez-vous comme ça, et ensuite t'avais ma tête quand justement j'avais bu du whisky sur les photos, je sais... Oh ça pour le coup je recommande vivement. Si vous allez à Édimbourg, en fait je sais plus comment ça s'appelle, mais en tout cas c'est pas très loin du château d'Édimbourg, sur la descente, sur la gauche, depuis le château, et vous avez justement cette séance photo qui est géniale, quoi. C'est-à-dire si vous voulez vous voir en kilt avec une épée ou machin, c'est fantastique.
Et sinon, après ça, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ouah, mon Dieu, on est déjà à 1 heure et demie, mais je raconte littéralement ma vie. Enfin bref. Mais il y a littéralement personne qui va écouter ça. Mais bon, c'est pas grave. Ah, mais oui, oh là là. Ah, faut que je raconte aussi quand je suis allé à Glasgow. Parce que je suis aussi allé à Glasgow. Ah oui, ça, Glasgow, bon bah pareil, j'ai pris le train. Bon, vraiment un aller simple, nickel. Et bah, en fait, Glasgow, c'est, on va dire, le pendant opposé de Édimbourg. C'est littéralement le pendant opposé. En fait, quand tu vas à Édimbourg, à Édimbourg, tu as une architecture littéralement homogène. C'est magnifique, c'est grandiose, voilà, tu le vois. Et quand tu vas à Glasgow, ce qu'il y a à savoir, c'est que c'est une ville anciennement industrielle. Et elle a connu un essor en fait économique équivalente à celle de Chicago dans les années 20, un peu avant les années 20, oui, un peu avant les années 20, au même niveau que Chicago. Donc c'était, pour faire simple, c'était après Londres, durant la révolution industrielle, Glasgow était la deuxième ville la plus importante de l'Empire britannique. Et même j'ai pas envie de dire, pas du monde, non, mais enfin la deuxième ville la plus importante, c'est celle de l'Empire britannique. Donc c'était une ville vraiment très très importante, très grande. Et ben, elle est devenue ce qu'elle est devenue. Donc je suis arrivé à la station principale, la station de Glasgow, qui est une station moderne, toute refaite. Je pense qu'elle doit certainement dater des années 2010. Ça se voit tellement que c'est moderne, rénové. Et en fait, quand tu arrives à la station de Glasgow, tu as littéralement une place. Tu as une place en fait une place principale. La place principale qui est George Square. Et cette place, elle est... Comment dire ça? C'est totalement anarchique en fait. C'est totalement anarchique, c'est ordonné, mais à la fois anarchique en même temps. La place, ce qui est autour de la place, les bâtiments n'ont aucun sens. C'est-à-dire que tu prends la mairie principale, c'est un bâtiment qui date du 19e siècle. Donc c'est néoclassique, donc c'est magnifique. Mais le bâtiment est littéralement presque à l'abandon en fait. C'est-à-dire que tu vois les ornements qu'il y a tout en haut, il y a de la mousse verte dessus. C'est triste, c'est vraiment, tu dis, mais il est vraiment à l'abandon ce bâtiment, mais il est gigantesque. Tu regardes derrière, il continue pendant des centaines et des centaines de mètres. Il est très très long et très massif ce bâtiment. Mais juste en bas, tu as un monument aux morts qui date des années 30, donc avec on le reconnaît, hein, encore comme je disais, art déco. Juste à la droite, en face de la station, tu as des bâtiments qui datent des années 30, donc tu vois encore de l'art déco. Juste à droite, tu as des bâtiments qui datent des années 70. Encore un autre bâtiment des années 70 à côté. Un autre bâtiment, mais qui date, lui, par contre, du 18e siècle. Qui est quand même... Bon, il a été un petit peu rénové, mais c'est quand même ça. Et c'est ça. C'est plein de bâtiments qui n'ont rien à voir entre eux. Donc, c'est pas du tout homogène. Et à côté, tu as la station principale qui est d'Édimbourg, et de Glasgow, et qui est moderne des années 2010. Donc ça fait quelque chose qui est totalement anarchique. Et t'as la place principale avec une colonne d'un... Alors je sais plus si c'était encore de Walter Scott, ou si c'est... je crois que c'est Walter Scott encore, ouais, Walter Scott. Ou... Non, c'est un autre... Non. Alors non, c'est un homme important de Glasgow, un industriel, je crois, il me semble, si j'ai pas envie de dire de bêtises, hein. Mais allez voir, si vous jetez un œil à George Square, ça fait ça à peu près. Et en fait, j'ai l'impression que la colonne est totalement à l'abandon, t'as des pigeons partout dessus, c'est complètement ravagé, et enfin saccagé plutôt. Et t'as des inscriptions dessus. Je sais pas si vous, par exemple, vous vous souvenez qu'à un moment, il y avait dû avoir je sais plus, il y a quelques années, il y avait eu le mouvement BLM, enfin Black Lives Matter, qui avait foutu le bordel partout dans le monde, enfin le monde occidental, en Angleterre, tout ça. Ça a été vraiment une hystérie ridicule en Occident, c'est n'importe quoi. Et en l'occurrence, je crois que ça devait être lié à ça, parce qu'en fait, sur la colonne, il y a des inscriptions qui insultent le type, qui insultent, oui, ma mère est morte, enfin mes ancêtres sont morts à cause de toi, et tu vas payer, ou tu as payé, ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Je dis, mais
Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et ils rénovent pas ça, ils laissent ça. Donc, waouh. Après, je me suis un peu baladé un peu partout, et en fait, l'ambiance générale qui ressort de Glasgow, c'est une ville qui est un savon, vraiment un savon, waouh, un savant mélange entre des architectures classiques, néoclassiques, art déco et modernes. Donc tu peux vraiment avoir de tout, de partout. C'est-à-dire littéralement, moi c'est littéralement ce que je déteste, je trouve que c'est affreux. Tu as des bâtiments magnifiques des années 30 art déco qui sont par exemple l'ancienne, qui est toujours dans l'actuelle banque, la Banque d'Écosse, Bank of Scotland. Et juste à côté, tu vas avoir un bâtiment avec donc art déco. Après, tu vas avoir un bâtiment, encore une fois, du 19e siècle. Tu vas avoir vraiment avec néoclassique. Et puis après, tu vas avoir un autre bâtiment, encore une fois, totalement moderne, récent. Ça n'a aucun sens. Et puis après, tu vas dans toute, d'ailleurs, la zone universitaire. Je me suis baladé pas très loin, parce que tu as la cathédrale de... C'est la cathédrale de Glasgow qui est bon, au final, j'y suis allé, elle date d'une certaine époque, mais elle est pas très, pas très transcendante. On ne peut même pas aller dedans d'ailleurs, c'était fermé. Donc bon, ça m'a pas plus impressionné que ça. Et en fait, c'est ce qui ressort littéralement de Glasgow. C'est vraiment anarchique. T'as des bâtiments différents un peu de partout en fait. Donc c'est une ville bien plus moderne. Et je pense que, ça c'est les retours que j'en ai eu le soir, si tu te balades à Glasgow, t'as plus de chances de vraiment tomber sur... C'est une ville de fête, on va dire, plus grande ville, et donc t'as plus de bordel, je pense. C'est à peu près ça. Et la seule chose qui m'a impressionné quand j'étais à Glasgow, c'était l'université de Glasgow. L'université de Glasgow, qui est à côté justement du parc principal, t'as un espèce de grand parc, je sais plus comment il s'appelle, où t'as vraiment cet aspect des parcs britanniques, des parcs des parcs anglais, avec cet aspect parc-forêt qu'on n'a plus du tout. Par exemple, je prends tous les parcs qu'on a à Nice, c'est des parcs bétonnés, dégueulasses. Là, on a vraiment, si on prend, vous prenez ce qu'il y a à Londres, par exemple, il y a le plus beau parc selon moi. Bon, t'as Hyde Park, mais t'as aussi Hampstead Heath. Et Hampstead Heath, c'est sublime, mais magnifique, avec des lacs, j'en parlerai une autre fois, mais c'est génialissime. Génialissime, c'est magnifique. On a cet aspect-là, moins prononcé, mais magnifique. Et juste à côté, t'as l'université de Glasgow. Oh là là, l'université de Glasgow, mais j'ai eu l'occasion de le partager sur mon compte Instagram que je mettrai en description. T'as l'impression d'être à Poudlard. Vraiment, je comprends littéralement pourquoi en fait l'Écosse a inspiré J.K. Rowling pour Harry Potter, parce que c'est totalement ça en fait. C'est sublime, mais vraiment c'est magnifique. Et un peu plus bas, t'as un autre bâtiment, c'est le bâtiment des Arts. Exactement, je sais plus comment ça s'appelle, mais le bâtiment des Arts qui est un peu plus bas, qui a un aspect plus brique orangé. Donc là, on voit le côté un peu plus britannique, ça, le côté plus anglais, parce qu'il y a des briques rouges un peu. Et le bâtiment vraiment littéralement magnifique. Ça, c'était vraiment une tuerie, quoi. Et sinon, mis à part ça, je crois que après 1h30, j'arrive enfin à la fin. Ah ouais, oh non, ça, il faut que j'en parle. Ah oui, non, ça, faut littéralement que j'en parle. Ça, c'est... Alors, quand je me suis baladé totalement au hasard dans le centre de Glasgow, je suis tombé sur oh mon Dieu, mais un truc qui m'a rendu fou. Mais je me dis, mais c'est pas possible. C'est... à ce moment-là que tu te rends compte que l'art moderne, c'est vraiment... C'est vraiment une maladie mentale en fait. C'est-à-dire que il y avait un bâtiment néoclassique magnifique, vraiment magnifique, très bonne construction, vraiment classique avec des ornements, tout ce qu'il faut. Il y a des gens qui ont pris, donc j'ai vu qu'apparemment ça appartenait à un ancien riche propriétaire de la ville qui avait fait construire ça. C'était son habitation, donc c'est pas rien quoi, son habitation. Et en fait, il y a des mécènes qui ont racheté à une certaine époque ce bâtiment et qui en ont fait la galerie d'art moderne, en fait, un musée d'art moderne de Glasgow. Le musée d'art moderne de Glasgow, mais c'est affreux. Donc, c'est-à-dire que tu prends un bâtiment néoclassique et tu fous des merdes, des sortes de...
comment on peut appeler ça? Ils ont mis des sortes de bouts de verre, vous voyez, dans les ornements qui ressemblent normalement à un bâtiment néoclassique, c'est avec des colonnes et ça ressemble à un temple grec. Donc ça fait, il y a une le toit qui est un peu en triangle, et là on voit la plupart du temps des ornements avec des visages, avec des dieux, avec des humains, avec des personnes qui sont au-dessus, qui ornent justement la façade. Et en fait, à la place, ils ont mis des merdes, des trucs, une sorte de mosaïque colorée avec des arbres de merde. Tu dis, mais qu'est-ce que c'est que cette... Qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais putain, mais qu'est-ce que vous avez foutu? C'est dégueulasse. En plus, devant, bon, qui dit musée d'art moderne, bah là devant, bah faut voir ce qu'il y avait. Hein. C'était la foire aux monstres. T'avais des cheveux verts, des cheveux bleus, j'aurais même pas été surpris de voir des clodos. Donc c'était vraiment c'est dégueulasse. Et en face, juste en face en face du musée, il y avait la statue du duc de Wellington. Donc, si vous ne savez pas qui est Wellington, je vous invite à aller voir qui c'est. Hein. Malheureusement, je suis désolé si vous n'avez pas cette culture-là, mais le duc de Wellington, c'est tout simplement le chef de la coalition contre Napoléon. Voilà. Et qui a remporté du coup la guerre contre Napoléon. Donc, en fait, il y avait une statue de Wellington et ils lui ont foutu un plot sur la tête. Ils lui ont foutu un putain de plot sur la tête. Donc même pas de... En fait, c'est ça, quand tu fais de l'art moderne, c'est pas une surprise, hein, tu n'as pas de respect. Tu n'as pas de respect pour l'histoire et pour les personnages historiques. C'est bientôt, je sais pas, tu vas foutre un slip sur la statue en face de la statue de Churchill en face de Westminster. Tu vas mettre un joli slip rouge à Churchill. Non, on ne fait pas ça. Donc ça, c'est littéralement de la décadence et c'est de la merde. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc ça m'a dégoûté. Alors après ça, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, c'est ça, je regarde les bâtiments, c'est à peu près ce que j'ai vu. Ouais, à peu près ça. Ah oui, je suis allé aussi au musée, bon, je vous conseille le musée de l'armée qui est dans le château d'Édimbourg, c'est sublime, c'est vraiment, bon voilà, on en rajoute avec des Écossais en tenue, des militaires de partout, des tableaux, des vidéos, des reconstitutions, pardon, de partout, c'est sublime, c'est impressionnant. Après ça... oui, bon, je suis tombé dans un bâtiment qui ressemblait un peu à des décorations un peu qu'il y avait de Hunger Games d'ailleurs. Je sais pas si vous avez l'occasion de voir. Dans Hunger Games, ils ont eu l'occasion de tourner en fait une partie du film dans des anciens logements sociaux, enfin dans des logements sociaux qu'il y a à Paris en fait, et qui ont une architecture vraiment très particulière des années 60 et qui sont vraiment iconiques, et ils ont tourné ça là-dedans. Ça avait été assez médiatisé, et je trouve que ça avait un peu un aspect un peu comme ça. Sinon, l'université aussi d'Édimbourg était un bâtiment des années 30, mais magnifique. C'est arrondi, mais avec des décorations sublimes. Ah oui, aussi. Oh oui, il faut que j'en parle aussi de ça. Il faut que je parle de ça aussi. J'ai fait un truc qui ne pourrait arriver évidemment qu'en Angleterre ou qu'en Écosse. Le Ghost Bus Tour. Donc, c'est-à-dire que tu as un vieux bus anglais noir à étage, et tu te balades dans Édimbourg pendant 1h30, et t'as un type qui te raconte des histoires. T'as un type qui te raconte des histoires pour te faire peur. Des histoires en rapport avec... en fait, on s'arrête de ce classique. Hein. Ça m'a rappelé une des scènes dans la série Malcolm, où il se balade dans le quartier et il tombe sur les endroits où il y a eu des meurtres et des machins. Et c'est exactement ce qu'il racontait. En fait, il se balade à un endroit et il raconte en fait les histoires qu'il y a dans des bâtiments. Qu'est-ce qui s'est passé là, à un autre endroit. Bon... Je vais pas tout raconter parce que ça serait trop long, mais à un moment, on s'est carrément arrêté en bas du château d'Édimbourg, et il y a un cimetière, et on s'est arrêté, le mec est descendu, et c'était tellement génial parce qu'il exagérait son accent écossais, donc c'était vraiment beaucoup trop drôle. C'était beaucoup trop drôle parce que il marchait beaucoup trop vite, il avait une démarche un peu cambrée, mais il se dépêchait pour courir, pour atteindre... On passait entre les tombes dans le cimetière, mais trop bizarre, et il s'arrête... Et là, il se retourne d'un coup, il fait Get around, people. I'm going to tell you some stories. Comme ça.
C'était génial. Mais si vous avez l'occasion d'aller à Édimbourg, je vous conseille de faire le Ghost Bus Tour. C'est génial. C'est vraiment. Donc en fait, en plus, t'es dans le bus. Il te raconte des histoires. Il y a des écrans. Donc le type est derrière, mais donc tu le vois parler. Il te fait un peu d'humour. Il mêle ça avec un peu de politique. Et il fait semblant qu'il y a un chauffeur qui devient fou et qui commence à dire que tout le monde va mourir. Enfin. C'est c'est vraiment pas mal. Et on arrive déjà presque à... Waouh, 1h39. Ouais, j'ai beaucoup parlé, enfin bref. De toute façon, c'est ce qui arrive quand je parle et ça sera comme ça à chaque fois, donc bon. Et bah, il faut d'ailleurs maintenant que je vous parle de mon retour, hein, parce que ça a été vraiment, mais ça a été littéralement la merde. Le retour pour aller à Nice, bah en fait je suis parti à l'avance hein, pour aller à l'aéroport d'Édimbourg hein, et en fait bah, je devais partir à une certaine heure et oh, putain, ça me gave en fait rien que d'y repenser. On m'annonce en fait là c'était pas simplement une demi-heure de retard, c'était 1h30 de retard. Donc je me dis qu'est-ce qui se passe? Putain de merde. donc bah, j'attends vraiment une annonce, ce qui va se passer. Et j'essaie de base, vu que je sais que je vais rater ma correspondance pour aller à Nice en allant à Amsterdam, bah j'appelle KLM parce que je passe par KLM. Et je tombe sur un type au téléphone comme ça, il me dit ah oui, ah ouais, bah, je vois votre réservation, oui machin, oui. Bah ouais, mais d'accord, oui, bah on n'a pas plus d'informations, va falloir simplement que vous attendiez, que l'avion arrive et qu'on vous dise d'aller devant la porte d'embarquement, et là on vous dira ce qui se passe, que non, nous on n'a pas plus d'informations, c'est juste que l'avion est en retard. D'accord, oui. Et une fois que j'arrive là-bas, je fais comment en fait? Parce que bah, je vais arriver assez tard et apparemment ils me disent que d'ailleurs ils avaient déjà décalé mon vol au lendemain 10h. Donc là, je fais ah d'accord, bon bah je suis dans la merde quoi, donc je vais rater je vais rater ma correspondance. Et il me disait bah je sais pas quoi vous dire monsieur, va falloir que vous voyiez directement avec l'accueil, le kiosque de chez KLM à Amsterdam parce que ben moi je sais pas quoi vous dire. Génial, bah, super. Et donc finalement bah, l'avion est là, l'avion se met à décoller et là on a on a l'hôtesse et enfin le pilote plutôt qui commence à nous donner la raison. Et en fait, t'as un couple avec un enfoiré en fait qui sont venus en fait dans l'avion avec leurs bagages, cabine, tout ça. Et le mec a décidé de se barrer. Le mec s'est barré. Donc il y avait sa femme, mais il s'est barré. Il a décidé de partir et il s'est barré. Voilà, tout simplement. Donc évidemment, il a laissé sa valise à l'intérieur. S'il n'avait pas eu de valise, nickel, ça aurait pas été un problème. Écoutez, l'avion serait parti et il y aurait eu sa femme à l'intérieur et puis basta. Et le mec était pas revenu en fait. Mais le problème c'est qu'en fait, depuis le 11 septembre, on ne peut pas laisser une cabine, on ne peut pas laisser une valise de cabine dans un avion sans que le propriétaire soit avec. C'est impossible, c'était interdit en fait. Et le mec, en fait, est littéralement arrivé au dernier moment, bon, il nous a pas dit spécialement pourquoi, et il est arrivé comme ça au dernier moment, et finalement il est revenu. Donc, 1h30 de retard, juste parce que le mec a décidé de se barrer et est revenu. Donc j'espère que cette espèce de connard, bon, je sais pas ce qui lui est arrivé, s'il faut il avait une raison, mais en tout cas j'en sais rien, donc j'espère que cette espèce de connard va être poursuivi, parce que franchement, il a bien fait chier tout le monde. Et d'ailleurs, de nouveau, en arrivant à l'aéroport, là ils nous ont, en étant sur le point d'atterrir à Amsterdam, il commençait à avoir justement les annonces justement de l'hôtesse par rapport aux correspondances, tout ça, et elle commence à dire bon, toutes les correspondances que vous avez avant machin, bon, tout est annulé, donc il va falloir que vous vous débrouillez sur place pour aller voir à l'accueil, mais à cette heure-ci c'est fermé, donc va falloir que vous essayiez entre guillemets de contacter KLM pour qu'ils puissent vous trouver une solution. D'accord? Et tous les gens étaient dans la merde aussi. Il y avait plein de gens qui avaient des correspondances pour aller à Hambourg, pour aller à Marseille, pour aller à Budapest, bref, c'était le bordel. Donc on sort et on se retrouve avec plein de gens à l'accueil, entre guillemets au bureau des réclamations.
et il y avait un mec qui était là, qui était sur le point de fermer, sauf qu'il n'a pas fermé parce qu'il a une centaine de personnes qui sont, qui sont arrivées et qui ont commencé à être énervées, et la seule chose qu'ils ont trouvé à nous dire, c'est « Bah écoutez, prenez un hôtel sur place, une chambre d'hôtel, et vous faites la démarche, et on paye, et on vous remboursera ensuite. » Bon, d'accord, ok, bon. Du coup, bah moi, je me suis pas pu chercher, donc j'ai cherché une chambre d'hôtel pas très loin, et j'en ai quand même eu au final. Pour ça va, j'ai trouvé une chambre d'hôtel, donc ça aurait pu être pire. Je l'ai trouvé immédiatement juste en face. Ils avaient une chambre, mais bon, ça m'a quand même coûté 187 balles, donc ça piquait un peu, ça faisait un peu mal. Et ensuite, bon, bah, en rentrant chez moi, j'ai fait la démarche pour essayer de me faire rembourser, mais c'est une blague, hein. C'est vraiment littéralement une blague, parce qu'en fait, on m'a dit, oui, vous allez être remboursé, hein. C'est notre image qui est en jeu, le mec me disait à l'accueil, mais j'ai fait la démarche, et là, tu sais que les gars, au bout d'une semaine, ils te disent à peine qu'ils ont reçu ta demande de remboursement parce que j'ai payé la nuit d'hôtel. Donc c'est... Ah mon Dieu. Donc au final, j'ai dû passer justement cette nuit d'hôtel. Bon, ça va, ça s'est très bien passé. Et le lendemain, j'ai finalement réussi à rentrer. Donc bilan de tout ça, l'Écosse, c'est un pays littéralement magnifique. En l'occurrence, j'ai pas eu l'occasion de faire les Highlands, je les ai aperçus quand j'étais à Stirling. Encore, on peut vaguement en voir quelques montagnes, mais c'est pas vraiment les Highlands, il y avait quelques montagnes. Mais j'ai eu l'occasion de faire Édimbourg, Stirling et Glasgow. Et on voit vraiment, j'ai eu l'occasion de voir vraiment une mosaïque, littéralement, de différentes visions qu'on avait en fait de l'Écosse. La vision assez classique avec Édimbourg, la capitale, Stirling, la vision médiévale, c'est vraiment son histoire millénaire, et Glasgow, le côté bien plus moderne et anarchique, complètement bordélique. Et c'est quelque chose qui, je pense littéralement, qui devrait vraiment marquer, enfin j'espère que ça pourra marquer autant les gens que moi, parce que franchement, littéralement, c'est comme ça en fait que, enfin par rapport à ce que je disais tout à l'heure, les détails qu'on voit en fait. Quand vous voyagez, déjà vous voyagez, vous ne faites pas un tour. Donc en fait, arrêtez-vous et regardez les détails. Regardez les putains de détails. Arrêtez-vous et prenez, je sais pas si vous avez... Bon, ça c'est parce que j'avais le caméscope, mais si vous avez justement l'occasion, regardez les détails. C'est extrêmement important, c'est comme ça en fait que vous vous imprégnez dans votre putain de cerveau les images de la ville. Vous n'êtes pas dans la ville pour faire un tour, sinon votre vie est triste. C'est vraiment l'impression que j'en ai en tout cas. Donc ça s'inscrit parfaitement en fait dans cette image en fait que j'avais enfin mes attentes en tout cas de Édimbourg, et cette vision dépaysante et classique que j'avais envie de me faire de cet endroit. Et en comparaison des deux autres villes dont je parlerai plus tard, qui sont Budapest et Prague, j'avais littéralement un aspect bien plus grandiose, et enfin bien plus grandiose, oui si on peut le dire, bien plus grandiose, mais qui s'inscrit bien plus dans cet aspect, comment dire, une vision de l'ancienne Europe, qui est encore architecturalement belle, qui n'est pas envahie par l'art moderne, qui n'est pas vandalisée au niveau de l'aménagement urbain par justement l'art moderne. Et ben je me suis dit, peut-être que vu qu'on est quand même en Écosse et que c'est quand même le Royaume-Uni, et que le Royaume-Uni, comme tous les pays de l'Ouest, sont touchés par cette maladie mentale, j'avais peur de ça. Je me disais, oh putain, ça va être un cirque. Et alors en fait non, pas du tout. Sachez que Édimbourg est encore de manière générale quand même assez épargné. Il y a par contre une seule chose que je vais reprocher littéralement à ça fait, je pense que c'est un peu le sort de toutes les capitales européennes, hein, la signalisation. Je déteste la putain de signalisation, c'est-à-dire que les feux rouges, les panneaux stop, on est dans une ville magnifique, et à chaque fois tu veux prendre une putain de vidéo, une putain de photo, tu ne peux pas faire en sorte que ça soit joli, ou tu es obligé de trouver un angle assez particulier, celui que tu ne veux pas, parce que tu as un énorme panneau stop, une limitation, un truc, machin, tu ne peux pas stationner là, sauf que si tu as un permis de résident, machin. Oh, quelle horreur, mais quelle horreur. Et cette architecture et cet aménagement ne se marient absolument pas avec la ville, en fait, avec l'architecture classique de la ville. Et c'est affreux, c'est affreux. Et littéralement, bon, ça c'est encore autre chose, mais quand je voulais prendre des photos, j'étais toujours obligé de surélever littéralement mon téléphone, un petit peu plus, pour ne pas avoir les gens, bon, mis à part quand j'ai pas le choix, parce que
Là aussi, ça c'est encore autre chose, mais les gens, ça c'est que mon avis, mais les gens s'habillent comme des merdes. Et sur une photo magnifique avec une architecture magnifique, je n'ai pas envie d'avoir un mec avec une espèce de doudoune fluo dégueulasse ou des, je sais pas, des Nike Air Max, quoi. Non, c'est pas ça, Édimbourg. Les gars, si vous savez pas vous habiller, je sais pas, faites un effort, quoi. C'est pas possible. Et en tout cas, un souvenir magnifique. Et la prochaine vidéo, logiquement, que je devrais faire, le prochain podcast, ça devra être à propos justement de Prague ou de Budapest, une des deux villes. Et bon, plutôt Prague, je vais parler plutôt de Prague parce que ça a été aussi un gros bordel. En tout cas, si vous êtes allé jusqu'au bout de ce podcast, félicitations, vous êtes un putain de guerrier, ou alors vous avez beaucoup trop d'intérêt pour moi, et si personne n'écoute ce putain de podcast, et ben c'est littéralement génial, parce qu'au moins je parle tout seul, donc c'est assez drôle. Et bah du coup, merci beaucoup de m'avoir écouté, et ben la prochaine fois, hein, parce que ça va de nouveau encore arriver, et je vais raconter pas mal d'anecdotes justement sur Prague, ça va être assez marrant. Allez, merci beaucoup, et à bientôt.